Après sa mort d'étudiant ordinaire, il se réveille dans un monde médiéval en tant que fils d'un pauvre fermier. Tout le monde pense qu'il est destiné à rester un nobody jusqu'à ce qu'une sorcière mystérieuse découvre le garçon aux cheveux noirs d'une ancienne prophétie. 6 ans plus tard, il part en tant que mage, espérant vivre l'aventure de sa vie. Au lieu de cela, il découvre un monde brutal, rempli de maladies, de corruption et de gens bien plus terrifiants que des monstres. Un garçon ordinaire avec de la magie peut-il changer un monde brisé depuis des siècles? Tous les scélérats sur le champ de bataille se divisent en 2 types. Le premier est celui qui a complètement perdu la raison et cherche la mort, et le second est celui qui se précipite au combat sans armure ni bouclier, les psychomages. Ian chevauchait rapidement à travers la forêt, lançant un sort à partir d'un rouleau. Les chevaliers en embuscade étaient perplexes et se demandaient ce qu'ils murmuraient, tandis que d'autres étaient irrités car ils bloquaient leur vue. Un des chevaliers pointa une arbalète vers lui et s'exclama qu'il l'avait dans son viseur, mais il l'ignora et continua à lancer son sort. Le chevalier jura, sur le point de tirer, quand MC déchira le rouleau et une vive lumière apparut soudain dans le ciel. Le chevalier regarda le ciel, surpris, se demandant ce qu'il y avait là-haut, puis un éclair frappa juste à côté d'eux et ils s'enfuirent. Ian, qui appartenait au second type, fut transporté dans ce monde et reçut un système. Son nom est Ritsuki Kakoyama. Et au moment où il reçut sa lettre d'acceptation à l'université, il fut percuté par un camion et mourut. Alors qu'il était en train de mourir, il pensait à la misère de sa vie. Sa vie d'étudiant allait commencer et il est mort comme un chien. Cependant, en ouvrant les yeux, il se réincarna dans le corps d'Ian, le fils d'un simple paysan. Comme toute famille de paysans dans l'Empire, ils étaient aussi pauvres que des souris d'église. Il était le 3e de 4 enfants, donc il avait toujours faim. Pendant que ses parents et ses frères aînés travaillaient dans les champs, lui et sa sœur cadette erraient toute la journée à la recherche de nourriture. Étant le seul de la famille à se démarquer avec ses cheveux noirs, les autres enfants se moquaient souvent de lui, l'appelant Corbeau. Encore une fois, il les traita de petits monstres. Ce n'est pas comme s'il avait demandé d'avoir des cheveux noirs. À la fin des temps médiévaux, il était enfin réincarné. Alors pourquoi était-il de nouveau dans la pauvreté? Quelque chose clignota devant ses yeux. Il avait enfin un système. Il s'adressa à lui, prêt à lui dire son but, et il déglutit d'excitation et retint son souffle. Mais il lui dit simplement qu'il n'était personne. Même le système se moquait de lui, mais il n'était pas particulièrement contrarié. Il s'était déjà résigné à son sort. Eh bien, même si cette fenêtre de statue apparaissait, il ne pouvait rien y faire. Même s'il travaillait du matin au soir, il vivrait toujours dans la faim. Et comme il était censé hériter de leur mode de vie, il ne pouvait même pas rêver d'autre chose qu'un sort de paysan. Il n'avait même pas la chance d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Un brave chevalier, un artiste célèbre, un scientifique faisant sans cesse des découvertes. S'il pouvait seulement apprendre, il réussirait à coup sûr. Il soupira profondément et se demanda s'il y avait vraiment un endroit où on l'accueillerait et le nourrirait. En voyant sa sœur baver sur son poisson, il le lui donna, et elle était très heureuse. Puis ils allèrent prendre un dessert, des baies sauvages. Ils arrivèrent dans la forêt pendant qu'elle cueillait des baies. Il la regardait en souriant. Il semblait qu'il lui avait appris le mot dessert l'autre jour. Les enfants grandissent si vite. En levant les yeux, il remarqua une grande ombre derrière un arbre. Quand cette créature inconnue entra dans la lumière, il frissonna de peur. C'était un énorme ours. La bête se jeta sur eux, prête à les frapper avec ses griffes acérées, mais un éclair la frappa. Le dos de l'ours était carbonisé. Il trembla puis tomba mort au sol, et une femme sortit de la forêt en disant qu'elle avait un peu exagéré. Dans l'ombre, elle leur semblait d'abord effrayante. Elle salua les enfants avec un sourire et demanda « N'est-ce pas le territoire de Feltenberg ?» MC, encore sous le choc, balbutia, confirmant cela, et pensa « Elle a vaincu l'ours ?» Qui est-elle? Comme si elle lisait ses pensées, elle se présenta. Elle s'appelle Elatus, une mage errante. Ian était très surpris. Les mages sont des personnes possédant des compétences spectaculaires et un immense pouvoir destructeur. Ce sont des créatures redoutables qui apparaissent sur le champ de bataille. Que faisait une personne comme elle dans leur wilderness? Elle dit qu'elle cherchait un garçon aux cheveux noirs vivant dans les parages. Elle se pencha vers lui et demanda s'il y avait d'autres garçons aux cheveux noirs ici. Il lui répondit confusément qu'il était le seul ici, et elle dit en souriant « Il semble que ce soit lui ». Il ne comprenait pas de quoi elle parlait, et elle se souvint des paroles du vieil homme. Trouver un garçon aux cheveux noirs dans le territoire de Feltenberg à Kolbrunn. Si elle prend cet enfant comme apprenti, la chance l'attend. Elle fixa le garçon pensivement. Son regard était un mélange de curiosité et de peur, et en même temps, une aura vive et charmante. Alors elle doit juste le prendre comme apprenti, n'est-ce pas? Oh, c'est chronomancien. Elle rit et MC pensa, il avait entendu que tous les magiciens étaient des gens bizarres, mais elle était incroyablement gentille. Ce sort était monstrueusement puissant. Après tout, il a incinéré l'ours d'un coup. Il lui demanda avec excitation s'il pouvait lui poser une question. Ce sort qu'elle a utilisé sur l'ours, c'était quoi? Elle sourit et nota qu'il s'intéressait à la magie, et il dit qu'il avait entendu que la magie était quelque chose de terrifiant, mais la voir en vrai était incroyable. Elle lui dit honnêtement que ce n'était rien de spécial. Une fois qu'il apprendra, il réussira. Tout le monde peut apprendre la magie après tout. Cette pensée éveilla en lui un désir,
et il demanda s'il pouvait aussi utiliser la magie. Elle sourit. Il était vraiment destiné à devenir son élève. En lui caressant la tête, elle confirma cela. S'il trouvait un bon professeur, alors tout était possible. Il pouvait aussi devenir mage s'il le voulait. Elle serait ravie de lui enseigner la magie. Elle lui tendit la main et demanda « Va-t-il devenir son élève ?» Il hésita. C'était sa chance de changer de vie. Il prit sa main et dit qu'il serait heureux d'apprendre d'elle. Elle l'emmena chez elle et commença la leçon. Elle posa un livre devant lui et dit « La magie, c'est Moronius ». Il affirma avec confiance qu'il était prêt et commença à étudier. Le temps passa. Lorsqu'il maîtrisa complètement Moronius, il put utiliser le langage magique des archimages. Cela lui prit 7 ans. Ian venait d'apprendre le langage magique, et il était temps de pratiquer. Ils allèrent en montagne. Il avait seulement appris Moronius ces 6 dernières années. Que devait-il faire maintenant? Elle lui cria d'écouter les voix. Il ne comprenait pas de quelle voix elle parlait, surtout en plein ciel. Tout ce qu'il entendait, c'était le vent. Il fut pris par un courant d'air qui l'aida à rester dans les airs. Il pensa « Est-ce une erreur ?» Il pouvait maintenant contrôler la magie du vent. Elle lui parla des mystères de la nature, riant de son apparence. C'est ça, la magie. Il pouvait entendre la voix du vent. Il était temps d'écouter la prochaine énigme. Il dit avec un sourire confiant qu'il était prêt, et elle s'exclama « D'abord, l'art de l'eau. Ensuite, l'art du froid. » Il monta sur un sommet enneigé et attendit que les voix répondent. Il apprenait à une vitesse incroyable. Ensuite, ils abordèrent le feu. Un mur de flammes éclata devant lui. Il appela sa maîtresse, et les voix du feu demandèrent « Qui est-ce? C'est une personne ?» En entendant cela, Ian eut très peur. Il apprit la magie du feu et alla conquérir les cavernes. Les voix dirent « Concernant ce qui coule, on ne peut pas appeler quelque chose fluide s'il est immobile. » Il ne comprenait rien et pensa qu'il n'avait peut-être pas de talent pour l'art de la terre. Il décida de se concentrer sur un autre entraînement et une fenêtre de compétences s'ouvrit devant lui. Il sourit. On dirait qu'il est vraiment un tricheur dans ce monde. Dans ce cas, il doit augmenter son niveau dans l'art de la terre car il ne sait pas de quoi il parle. Dès qu'il le fit, les voix lui avertirent que de la lave coulait en dessous. Qu'il fasse attention. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, cela surgira à la surface. Puisqu'il a entendu la voix de la terre, il décida de sortir d'ici et de tout dire à son maître. Il ordonna au feu de brûler, et sa torche s'illumina immédiatement, et un cri se fit entendre sur le côté. Il déteste la lumière. Ian se tourna vers la voix et demanda « Qui parle ?»« Est-ce la terre ?» Une voix lui répondit. « C'est l'obscurité. » Pendant ce temps, Alétis l'attendait à l'entrée de la grotte, pensant à la conférence des pyromanciens, quand soudain son élève sortit de la grotte et l'appela avec excitation. Elle courut vers lui, se réjouissant de son succès, et il dit qu'en plus de la terre, il avait aussi appris les arts de l'ombre. A-t-il vraiment entendu une voix d'une ombre lâche et arrogante? Son visage devint immédiatement sérieux. Il demanda si elle allait bien, et elle dit qu'il était temps de descendre des montagnes. Il sourit et demanda où ils iraient maintenant, à quoi elle répondit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Maintenant, leur chemin allait diverger. Qu'il aille au Chronalig et assiste à la conférence des magiciens sur l'espace-temps. S'il est destiné à les étudier, alors là-bas il rencontrera quelqu'un qui pourra lui enseigner. Il était confus, n'ayant jamais su que les arts de l'espace-temps existaient, et elle, voyant son visage perplexe, rit et lui caressa la tête. Ian était né avec une inclination naturelle pour les mystères. Si son intuition était correcte, elle était sûre qu'il pourrait aussi manipuler le temps. Elle lui dit au revoir, en disant qu'il se retrouverait dans 3 ans à Dranheim. Après cela, il entra dans la ville et pensa à cette conférence. Après tout, son maître était imprévisible. D'une manière ou d'une autre, tout cela semblait trop soudain. Il vit un vieil homme à proximité, cherchant de la compagnie pour un voyage vers le nord. Chronicle était aussi dans cette direction. Alors il décida de partir avec de la compagnie, puisqu'il n'avait de toute façon rien d'autre à faire. Cette nuit-là, ils s'arrêtèrent pour se reposer. Pendant que tout le monde dînait, le vieil homme s'assit à côté d'Ian et demanda si c'était sa première fois au nord. Il s'appelait Lick. Il était le chef de la guilde de commerce du Pied de Lapin. Il répondit qu'il avait des affaires là-bas, et le vieil homme demanda s'il n'avait probablement pas entendu parler de la montagne du dragon. Il y avait de vrais drakes là-bas. Il passa son bras autour de ses épaules et demanda s'il savait se battre ou au moins courir vite. Il répondit avec un sourire gêné qu'il n'était fort ni dans l'un ni dans l'autre, et il demanda, étonné, s'il n'était vraiment bon à rien. Que fait-il alors? Il lui répondit, embarrassé, qu'il était mage. Et alors, le vieil homme se leva immédiatement de son siège et commença à lui parler avec beaucoup plus de respect. Entendant son exclamation surprise, une fille nommée Cassie se tourna vers eux avec intérêt, et les mercenaires demandèrent avec surprise et incrédulité s'il était vraiment un mage. MC demanda ce qui se passait et sentit une étrange tension dans l'air. L'homme âgé prit son assiette et se précipita vers lui. Il lui dit que tout allait bien, mais il ne l'écouta pas,
et courut vers le gars qui lavait la vaisselle. Les mercenaires se moquèrent d'Ian. Ils ne croyaient pas qu'un gars aussi calme puisse être un mage. Alors n'importe quel bâtard ici pourrait l'être. Cassie s'approcha d'Ian et murmura, puisqu'il est mage, qu'il leur donne une leçon. Montre-leur qui est le patron ici. Les mercenaires s'en prennent toujours aux gars calmes, même s'ils sont face à un mage. Qu'il leur montre sa force, qu'il les intimide, et s'il se passe quelque chose, ils le protégeront. Il réalisa qu'elle avait raison. Mais comment était-il censé faire ça? Pour être honnête, il n'avait même jamais été aussi en colère. Son regard tomba sur le gars qui lavait la vaisselle. Il cracha dans son assiette et frotta sa salive sur une feuille, ce qui mit immédiatement MC en colère. Et il pensa, a-t-il vraiment fait ça dans son assiette? Soudain, le sol trembla. Le gars devint agité, et Ian s'approcha de lui en demandant pourquoi diable il avait craché dans son assiette. Le gars avait peur. Il commença à balbutier, cherchant une excuse, puis s'inclina devant lui, suppliant pardon. Il voulait juste polir l'assiette. Cela le mit encore plus en colère. Dans ce cas, il pouvait juste utiliser de l'eau, et le gars leva les yeux vers lui, disant que l'eau était sale. Il le fixa, perplexe, et le gars lui expliqua comme si c'était évident. L'eau est pleine de calcaire, de saleté et de parasites, donc il ne peut pas juste laver les assiettes avec de l'eau. C'est sale, et la salive est bien plus propre. MC était tout simplement sans voix devant cette affirmation. Ce gars croyait sincèrement ce qu'il venait de dire. C'était incompréhensible. Ces concepts médiévaux d'hygiène sont simplement incroyables. Voyant qu'il était figé comme une pierre, le mercenaire le poussa plusieurs fois du doigt pour le ramener à la réalité, puis il murmura un sort, et le feu du feu de camp s'embrasa. Les mercenaires devinrent méfiants et reculèrent, et Cassie était surprise. Ian ordonna à ces idiots médiévaux de chercher de l'eau immédiatement, et ils se mirent à courir. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait, mais ils savaient une chose. Il était furieux, il était temps d'aller se coucher. Cassie était partie quelque part, et les mercenaires la suivirent. L'un d'eux sourit, imaginant leur vie de couple heureuse, et une fille apparut enfin sur le chemin devant eux. Il lui fit signe avec un sourire, l'invitant à revenir au camp avec eux. Mais en regardant de plus près, il vit qu'elle n'était pas du tout seule. Des bandits l'avaient attrapée. Il demanda qui ils étaient, puis une flèche se ficha dans la poitrine de son camarade, et tous les autres, furieux, dégainèrent leurs épées et se précipitèrent à l'attaque. Le bandit les regarda avec irritation. À ce moment-là, Cassie reprit ses esprits et lui mordit immédiatement l'épaule, ce qui le força à la lâcher, et elle se mit à courir. Le bandit appela ses camarades en criant que la cible s'était échappée. Il fallait la rattraper rapidement. Pendant ce temps, MC dormait, hanté par l'incident de la bave, et maudissait en entendant une voix dans l'obscurité lui avertir du danger. Il sauta du lit, se demandant ce qui venait de se passer, puis Leek entra dans sa tente et lui parla du désastre. Quand il arriva sur les lieux, la bataille faisait déjà rage. Les bandits s'occupaient facilement des mercenaires, et leur chef criait qu'il se moquait de les tuer tous. Mais il devait retrouver la femme. Pendant ce temps, Cassie se cachait derrière un arbre, se tenant la tête et se demandant quoi faire. Ils allaient l'attraper dans 1 minute. Une lame fut pointée vers son visage, et les bandits la trouvèrent. L'homme sourit et lui ordonna de se lever vite, ou il lui couperait la main. Elle tremblait de peur, réalisant que c'était fini. Et quand il leva son épée au-dessus d'elle, quelque chose le poussa et le jeta à plusieurs mètres. Ian arriva à son secours juste à temps. Elle leva les yeux vers lui, confuse, et lui, l'aidant à se relever, lui dit de rester près de lui avec un sourire. Elle hocha la tête avec détermination. Après quoi, elle rassembla les membres restants de la guilde et le vieil homme. Ils se mirent tous en ligne. Leek dit au mage qu'ils étaient prêts, et il utilisa son art des ombres. Une sphère lumineuse apparut au-dessus de sa main, attirant les ombres, puis toute la zone fut plongée dans l'obscurité. Les bandits ne voyaient plus rien. Ils devaient sortir des torches, mais cela n'aidait pas beaucoup. Ils se déplaçaient dans l'obscurité à ce moment-là, et Ian utilisa son pouvoir de vision nocturne pour mieux voir. Soudain, un des bandits heurta le vieil homme et appela immédiatement tout le monde ici. Il leva son épée au-dessus de lui. Le pauvre Leek était terrifié, mais MC le protégea avec de la magie de feu. La flamme de la torche s'intensifia soudainement, se propageant à la tête du bandit. Il cria hystériquement, puis tomba inconscient. Ses camarades devinrent nerveux, et Ian pensa que cela suffirait à les faire fuir par peur, mais leur chef ordonna plutôt de les attaquer. Il sursauta soudain, voyant quelque chose d'énorme sur le côté, un dragon. La bête le dévora, et les bandits ainsi que les marchands furent choqués par cette vue, et MC se demanda si c'était le Drake. Après avoir mâché le bandit, le dragon se tourna vers ses camarades, et ils prirent immédiatement la fuite. Pendant ce temps, le vieil homme était sous le choc. Il avait vu à la fois un mage et un dragon en une journée. Ian devint nerveux. Les choses allaient mal. À ce rythme, ils allaient tous être dévorés. Le dragon lui jeta un coup d'œil, et le système l'en informa. Il avait été témoin du mystère primordial. Il avait acquis une nouvelle compétence, l'invocation. Cela lui permettait de communiquer avec des créatures mystiques et de les invoquer. Il regarda le dragon avec méfiance et se demanda si ce Drake était aussi mystérieux que ceux qu'il avait rencontrés auparavant. Il serra nerveusement son poing et décida de le tester en appelant le Drake. Le dragon tourna immédiatement son regard vers lui, et les marchands devinrent terrifiés. Le dragon se pencha vers Ian et grogna. Mais il avait confiance en ses capacités. Il pouvait certainement gérer cela.
Les mystères ne l'avaient jamais déçu. Il posa sa main sur sa poitrine et s'appela avec assurance son ami, ce qui perplexa les autres. Il dit qu'il était son ami, donc il n'y avait pas de combat, et il marqua une pause entre chaque mot pour s'assurer que c'était compris. Le dragon grogna, visiblement mécontent, et un marchand demanda au chef ce qu'il disait. Il lui ordonna de se taire. Le mage écoutait attentivement. MC regarda la bête avec confiance, mais en réalité, il était très nerveux et ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Il n'avait d'autre choix que d'utiliser ses points de compétence. Le dragon commençait à perdre patience et lui cria de parler. Son rugissement fit souffler un vent dans leur visage, et Yann sourit nerveusement. Cette compétence avait un effet saisissant. Il réfléchit un instant, puis dit qu'il ne voulait vraiment pas se battre. Drake trouva l'idée stupide. De simples humains ne pouvaient pas lutter contre lui. MC était d'accord avec lui. Il perdrait en un clin d'œil. Et pour quelqu'un comme lui, il n'était même pas digne de son temps. Il demanda. Ils imploraient donc la pitié. Les marchands ne les entendaient pas parler et pensaient que c'était de la télépathie. Et Cassie était nerveuse. Drake dit que les tuer était une corvée. Ian était content que ça marche, mais le dragon n'avait pas fini. Il était de mauvaise humeur. Il rugit fort. Tout le monde eut peur et commença à prier, et MC pinça nerveusement les lèvres en pensant « Que devrais-je faire ?» Cela semblait signifier de dégager. Alors il n'avait pas le choix. Puisque ça en était arrivé là, il devait agir directement. Il demanda pourquoi il était de si mauvaise humeur, et demanda pourquoi devrait-il l'expliquer à un humain. Ian lui dit qu'il pouvait l'aider, et le dragon le traita de trop présomptueux, comme si un mortel pathétique pouvait faire quoi que ce soit. MC lança un sort, le vent se renforça, et la terre trembla. Ian dit qu'il n'était qu'un humble mage cherchant les secrets de ce monde, espérant lui offrir son aide modeste. Le dragon resta silencieux, attendant ses mots suivants, et il pensa avec un sourire « Maintenant les négociations commencent ». Il semblait qu'il était en sécurité pour l'instant, mais la partie la plus difficile commençait. Il s'était probablement bien installé, mais il ne pouvait pas faire de demandes étranges. Maîtriser la magie est impossible sans communication, donc la relation qu'il construit avec eux est cruciale. Deviendront-ils amis ou subordonnés? Chaque secret a sa propre nature unique. En effet, la compétence la plus importante pour un mage est de trouver une approche auprès des autres. Il sourit, décidant de voir s'il pouvait tromper ce dragon et ouvrir la fenêtre des compétences. D'abord, il doit donner à la créature qu'il apprivoise une boisson de haute qualité. Plus la créature est grande, plus la boisson doit être forte. MC déglutit nerveusement en attendant de voir ce qui allait se passer. Tout était étonnamment simple, mais comme il était plutôt renfermé, le dernier point semblait impossible. Il se ressaisit. D'abord, il devait gagner Drake. C'était la seule façon de commencer. Il appela le dragon avec détermination et lui dit qu'il avait préparé un cadeau. Pourrait-il l'accepter? Il semblait intéressé et lui dit de le faire. Ensuite, Ian se tourna vers Leke et lui demanda d'apporter rapidement le meilleur alcool qu'il avait. Leke apporta une caisse entière d'alcool cher et 2 mugs. Le dragon grimaça et trouva le cadeau trop maigre. MC était furieux qu'il soit aussi insatisfait, mais il garda le sourire et expliqua que dans ce monde, moins il y a de gens, plus ils sont précieux. Il versa l'alcool dans un mug et le tendit au dragon. Le dragon grimaça immédiatement à cause de l'odeur âcre et demanda de manière menaçante s'il n'avait pas un mauvais plan. Il lui répondit avec un sourire qu'il n'en avait pas et qu'il pouvait même le boire lui-même pour prouver. Il faillit tousser en disant au dragon que tout allait bien. Drake se bouchait les narines, incapable de supporter l'odeur forte, et Ian lui tendit à nouveau le mug, lui offrant d'essayer. Il était sûr qu'il aimerait. Le dragon prit le mug, le regarda avec doute, puis toucha l'alcool avec la pointe de sa langue, et les marchands commencèrent à prier pour qu'il aime. Heureusement, le dragon sourit dès qu'il sentit la chaleur de l'alcool. Ian ne laissa pas passer l'occasion et commença à lui proposer d'autres types d'alcool. Le temps passa, et Drake était déjà rouge. Prenant une autre gorgée, il demanda « On appelle ce liquide de l'alcool ?» Il aimait ça. L'alcool coulait de sa bouche. MC essuya l'alcool renversé de sa tête et sourit maladroitement, pensant qu'il avait bu plus de 7 fûts et n'était toujours pas ivre. Ce dragon est un vrai alcoolique. Il pensait à s'enfuir pendant qu'il dormait, mais ce plan ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus d'alcool dans la charrette. Soudain, Drake demanda. Il était intéressé par quelque chose. N'est-ce pas? Pourquoi il était de mauvaise humeur? Il se mit à pleurer, et Ian se demanda pourquoi il devenait soudainement sentimental. Drake lui dit que son nid était dans un endroit malheureux, à l'étroit par rapport aux autres, mais elle disait toujours qu'elle s'y sentait calme. Drake dit qu'elle le calmait, et il ne remarqua même pas comment les autres commençaient à se moquer d'elle à cause de quelqu'un comme lui. Il avait tellement de peine pour elle qu'il rompit avec elle. Il cria ces mots si fort que tout le monde sursauta. Les marchands qui venaient de se réveiller et étaient encore groggy virent le dragon crier hystériquement et faillirent rendre l'âme. Et pour lui, c'était une opportunité.
S'il jouait bien ses cartes, il pourrait améliorer leur relation. Il appela le dragon et promit d'améliorer son nid avec de la magie, et Dre demanda avec espoir « Est-ce vrai ?» Mais en échange, MC lui a demandé un service. Le matin est arrivé. Ian s'est approché de la charrette où dormaient les marchands. Il a touché Leek sur le front, mais il avait un rêve si agréable qu'il ne voulait pas se réveiller. MC commença à s'impatienter et lui chuchota à l'oreille. Le vieil homme ouvrit immédiatement les yeux, et en voyant le visage d'Ian, il eut très peur et cria fort. Il se leva d'un bond. Les autres se réveillèrent à cause du cri. Cassie se frotta le front meurtri, et le vieil homme reprit enfin ses esprits et demanda à Ian, surpris, ce qui se passait. Il était sûr d'avoir entendu le rugissement du dragon. Cassie demanda. Alors, Drake est retourné au nid? Il lui répondit qu'il les attendait en haut, et les marchands s'étreignirent de peur. Précisant, il attend pour les manger? MC dit qu'il l'attendait. Il avait passé un accord avec lui pour les sauver tous. Cassie fronça les sourcils, et les marchands étaient touchés qu'il ait combattu le monstre pour eux. Il roula des yeux, fatigué, réalisant qu'il était allé trop loin. Il promit de réparer le nid s'il les laissait partir. Soudain, Leek se mit au garde-à-vous. Ils ont chanté une super chanson en son honneur, racontant comment il avait vaincu le drac rugissant, le réprimandant, et finalement forçant le dragon à se rendre. Il pensait qu'il disait des bêtises et leur dit d'être prêt à partir à son retour, mais de ne pas partir sans lui. Leek lui dit de ne pas s'inquiéter. Pendant qu'il comptait les mercenaires, Cassie, l'air suspicieux, suivit discrètement Ian. Lorsqu'il grimpa la montagne, le Drake le conduisit à son nid, une simple grotte. Il agita les bras avec excitation, lui assurant qu'il n'avait pas l'intention de reculer. Il regardait juste autour de lui. Il avait déjà sommeil, et il devait aussi utiliser Moronius. Ce ne serait pas facile. Il devait régler ça rapidement et se reposer. S'il enlevait ses pierres saillantes et nivelait les murs, l'endroit deviendrait beaucoup plus spacieux. Il ferma les yeux et se tourna vers la terre. Elle était de mauvaise humeur et occupée maintenant. Il soupira lourdement. Elle était vraiment en colère contre lui. Il dit à Drake que la terre avait refusé de lui parler. Il essaierait à nouveau quand elle serait de meilleure humeur, mais elle se fâcherait probablement encore. Il était très bouleversé. Après tout, elle n'était pas son destin. Il lui en était reconnaissant. Il avait tant essayé pour quelqu'un comme lui. MC a prononcé son nom avec regret, et le dragon a demandé son nom. Il lui a donné le sien, puis Longtail s'est présenté. Son nom était Longtail. Il a tendu sa patte, l'invitant à devenir ami, et Longtail a serré sa griffe. C'est ainsi que leur amitié a commencé. Maintenant, Ian pouvait lui demander de l'aide, et il répondrait avec plaisir. Il avait acquis la compétence, mais il se sentait si honteux de ne pas pouvoir aider son ami. Drake l'a distrait de ses pensées et a montré les trésors, disant qu'en l'honneur de leur amitié, il voulait lui offrir un cadeau. Il a jeté un coup d'œil à cette pile d'or et a pensé « C'est comme le disait le professeur, les dragons adorent collectionner des trésors. Il semble que les Drakes soient pareils. Quel dommage. » Si la Terre voyait ces trésors, elle exaucerait immédiatement sa demande. Il a pris le cristal et une idée lui est venue. Et s'il l'utilisait vraiment? Il a demandé à Longtail la permission de dessiner quelque chose sur le sol et il a incliné la tête sur le côté, intrigué. MC a dessiné un cercle magique sur le sol et a placé le cristal au centre. Il avait oublié la méthode que le professeur lui avait enseignée. Si un ancien secret est têtu, il peut simplement lui faire un cadeau avec un cercle magique. Drake a demandé ce qu'il faisait, et il a répondu qu'il allait bientôt tout voir. Il a de nouveau appelé la Terre, et elle a demandé « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» Il lui a demandé de déplacer les pierres et de redresser les murs. La Terre a réfléchi quelques secondes, puis a accepté son offrande, et le cristal a brillé intensément. Les murs de la grotte ont immédiatement commencé à s'aplanir, et le passage s'est élargi. Longtail a été ébloui par une lumière brillante, et quand il a vu ce qui était arrivé à son nid, il a été très surpris. Au lieu d'une grotte exiguë, un immense hall décoré est apparu, illuminé par la lumière du soleil, à travers un trou dans la montagne. Ian a dit que c'était son cadeau pour lui, et Longtail était tout simplement ravi. MC était heureux de le voir si content. On aurait dit qu'il allait pleurer. Drake s'est précipité pour inspecter sa nouvelle maison. C'était si spacieux et lumineux, et il y avait une odeur merveilleuse. Il a demandé s'il avait créé cette odeur avec de la magie aussi. Il a répondu que ce n'était plus le sien. Longtail a pris ses mains et a commencé à le remercier. Maintenant, il n'aurait plus honte devant elle. Ce sera sûr ici même quand les enfants viendront. Ian a dit qu'il ne s'intéressait pas à de tels détails. Quoi qu'il en soit, il était content que tout lui plaise. Soudain, un étrange sentiment l'a envahi. Il a demandé à Longtail de le laisser partir et a porté sa main à sa tête, puis il a senti quelque chose de chaud sous son nez, et son nez a commencé à saigner. Longtail l'a immédiatement appelé avec inquiétude et a demandé s'il allait bien. Ses yeux se sont révulsés. Il est tombé et a perdu connaissance. Longtail le souleva, ne sachant pas comment aider son ami. À ce moment-là, la voix de Cassie se fit entendre.
Longtail posa Ian au sol et grogna après la fille, ce qui la rendit nerveuse. Elle lui demanda d'attendre et de l'écouter. MC gémit. Ils le regardèrent et décidèrent d'agir. Le temps passa. Ian se réveilla enfin. Il tendit la main pour vérifier l'heure sur son téléphone. Avait-il pris la consistance de la marmelade? Il continua à sentir sa main et pensa que c'était comme une patte de chat. Il ouvrit immédiatement les yeux et réalisa qu'il touchait sa main depuis tout ce temps. Il semblait encore un peu confus. Il tomba à nouveau et elle s'inquiéta. Il regarda la fille, réalisant qu'elle avait tout vu et entendu, et tira sa capuche sur son visage. Quel accueil glacial! Il s'excusa auprès de Cassie pour les ennuis. Il doutait que le dragon l'ait simplement laissé entrer, et elle lui répondit. Elle ne comprenait pas de quoi il parlait, et il se demanda si elle avait utilisé un traducteur. Elle voulait lui demander quelque chose. L'attaque d'hier, c'est à cause d'elle. Elle était désolée de l'avoir entraînée là-dedans. Il détourna le regard, pensant que la situation était devenue compliquée. Il demanda si elle était de mèche avec ses bandits. Elle le nia immédiatement. Il lui répondit calmement qu'elle avait un visage de bandit, ce qui la fit bouder. Elle vient du clan Tarion. En gros, c'est une noble, et ses bandits ont été envoyés par son fiancé pour l'enlever. Dans ses yeux, elle ressemblait à cette femme cruelle qui a quitté son fiancé innocent pour un autre homme. Lucie lui demanda ce qu'il avait. Tout n'est pas comme il l'imagine. En fait, elle prévoyait de fuir encore plus loin pour que son fiancé ne la retrouve pas. Mais après les événements d'hier, elle n'était pas sûre de pouvoir s'échapper seule. Elle prit sa main et lui demanda de l'aide. À ce rythme, une guerre pour le territoire éclaterait contre eux et la famille Tarion serait détruite. Au début, il semblait satisfait de son statut de gendre du baron, et elle l'aimait bien. Mais avec le temps, il a commencé à abuser de son pouvoir. Cependant, ce scélérat les a empoisonnés. Elle éclata en larmes et s'exclama que s'il rompait les fiançailles, il perdrait tout. C'était vraiment un scélérat. La fille continua, peu importe combien il agit avec son épée, s'il ne peut pas l'épouser, il n'est qu'un roturier. C'est pourquoi elle s'est échappée avec l'aide d'un des serviteurs. Elle préférait mourir que de l'épouser. C'est pourquoi elle lui demande de l'aide, qu'il l'aide à atteindre un endroit sûr. La situation était difficile, et il était clair pourquoi elle ne pouvait pas s'en sortir seule. Il ne comprenait pas comment ces seigneurs médiévaux pensaient. Lucie éclata de nouveau en larmes et jura qu'elle le récompenserait. Elle dit avec enthousiasme que le bandit était un terrible avare, donc même s'il la lui remettait, il ne gagnerait que quelques pièces d'argent. Il réfléchit un instant. Veut-elle dire qu'un gars comme lui pourrait l'épouser? C'était une chance incroyable. Être noble et faire de la politique pourrait être bien, mais il était né dans un monde fantastique. Ne devrait-il pas maîtriser la magie? Pour l'instant, il éloignerait les poursuivants et laisserait tout suivre son cours. Il se racla la gorge et lui dit de demander à quelqu'un de mieux armé que lui, car un mage n'était pas vraiment un guerrier. Elle commença à le supplier, et il se leva en disant que, puisqu'elle était prête à payer, il l'aiderait au moins à s'échapper. Mais les conséquences seraient de sa responsabilité. Elle éclata en larmes et hurla à nouveau, mais cette fois, c'était de bonne heure. Il pensait déjà l'avoir offensée et commença à la calmer. Puis elle prit sa main et le remercia de tout son cœur. Elle s'appuya sur son épaule et continua de pleurer, et il lui laissa le temps de se calmer. Dehors de la grotte, Longtail était allongé au soleil. Entendant des pas, il cessa immédiatement ce qu'il faisait et appela joyeusement son ami, lui demandant comment il se sentait. Il lui répondit qu'il allait bien et se demanda s'il était en train de bronzer pour avoir l'air cool devant elle. Il dit qu'il était temps de descendre la montagne. Tout le monde les attendait probablement et il le remercia aussi pour le cadeau, un sac de trésors. Le dragon sourit, qualifiant cela de broutille, et lui dit de monter sur son dos. Il grimpa sur son dos et le remercia, tandis que Lucie restait sur place, ne sachant pas de quoi il parlait ni quoi faire. Remarquant cela, Longtail l'appela grossièrement princesse, lui ordonnant de monter sur son dos immédiatement. MC lui demanda de ne pas être si cruel avec elle, et il se calma immédiatement. Lucie n'avait aucune idée de ce dont il parlait, alors Ian lui tendit la main, lui faisant signe de s'asseoir derrière lui. Il l'aida à monter, et ils commencèrent enfin à descendre la montagne. Pendant ce temps, les marchands discutaient de ce qu'ils devaient faire. L'un d'eux s'exclama que tous les mercenaires qui étaient avec eux étaient morts. Il l'avait vu de ses propres yeux, mais l'homme avait encore peur, car si ces bandits traînaient encore quelque part, ils allaient tous mourir.
Le marchand dit qu'il le savait, mais qu'il devait au moins essayer de gérer cela correctement. De plus, s'ils avaient un peu de bon sens, ils auraient fui depuis longtemps. Pensait-il vraiment que des bandits erreraient dans la forêt où Drake était apparu? Il s'exclama en réponse que les bandits n'avaient pas une once de bon sens. Ils venaient sûrement pour eux. Ils se tournèrent tous les deux vers le chef de la guilde pour régler leur dispute, et il ferma les yeux. Après réflexion, il les ouvrit brusquement et dit qu'ils attendraient le magicien. L'homme qui avait peur des bandits objecta, et celui qui avait argumenté avec lui était très heureux. Leek sourit. Celui qui avait vaincu le Drake ne pouvait pas être mort. Il était sûr qu'ils avaient juste des difficultés, c'est pourquoi ils étaient retardés. Il le croyait lui-même, mais 10 minutes plus tard, des bandits les attaquèrent. Après tout, ils devaient partir sans attendre le magicien. Leur chef leur lança de ne pas pleurer, puis dégaina son épée, menaçant de les achever d'un seul coup. Leek éclata en larmes et lui promit de lui donner tout ce qu'il voulait, et le bandit rangea son épée, leur disant de lui remettre la femme. Au début, ils ne comprenaient pas de qui il parlait, et le vieil homme, perdant patience, leur dit de ne pas faire l'idiot. Il avait entendu qu'ils avaient une beauté aux cheveux bleus foncés. Ils se rappelèrent de qui il parlait, c'était Cassie. Leek ordonna à ses subordonnés de la retrouver rapidement, et quand ils se tournèrent vers l'endroit où elle était censée être, c'était vide. Les yeux des bandits brillaient d'anticipation. Il saisit son épée, et les trois s'étreignirent, le suppliant en larmes de leur faire grâce. Un bruit se fit entendre sur le côté, et les bandits se retournèrent immédiatement pour vérifier ce qui se passait. Et les marchands furent ravis de voir le mage et le drac. Le vieux bandit plissa les yeux et vit un dragon sortir de la forêt avec la fille dessus. Il la désigna, choqué, en demandant « N'est-ce pas la femme ?» Le bandit acquiesça, mais ce qu'elle montait, c'était le drac. À la vue de ce monstre féroce, le vieil homme prit peur et s'enfuit avec les autres. Le danger était passé. Leek s'approcha de Cassie et dit « Dieu merci, elle va bien. C'est bien qu'elle soit avec le mage. Sinon, ces gens auraient pu lui faire quelque chose de terrible. » L'homme était perplexe de savoir comment ces gens connaissaient Cassie, et son camarade acquiesça. Ils ont commencé à la chercher dès leur arrivée. Comment pouvait-il être si cruel? En tant que fidèle de la même église du Dieu du ciel, MC pensa qu'il n'avait pas entendu ce nom depuis des lustres. La grande religion de ce monde, l'église du Dieu du ciel, interdit l'esclavage des croyants, mais les trafiquants d'êtres humains et les marchands d'esclaves crachent depuis longtemps sur ces commandements. Et ce qui est plus important, même après avoir vu le mage et le drac, ils ne veulent toujours pas abandonner Lucie. Quel groupe têtu! Ont-ils vraiment besoin d'argent à ce point? C'est mauvais. À ce rythme, ils vont sûrement retrouver leurs traces. Il se tourna vers Longtail avec une faveur. Pourrait-il s'occuper de ceux qui étaient là avant? Si nécessaire, il peut les tuer. Drac était heureux de répondre à la demande de son ami et partit immédiatement à leur recherche. Ian le regarda s'éloigner et pensa « Bien sûr, il ne dit pas que tuer est acceptable, mais c'est un monde de fantaisie médiévale où tuer est courant. S'il veut survivre dans ce monde, il devra changer aussi. » Il ressentit une vive douleur à la tête. Avait-il encore trop abusé du langage de Moronius? Lucie remarqua qu'il n'allait pas bien et s'approcha de lui, inquiète, lui disant de ne pas s'inquiéter, et il lui répondit qu'il allait bien. Elle lui prit la main, réalisant qu'il mentait, et le vieil homme, les yeux pétillants, courut vers eux. Il les regarda et caressa mystérieusement sa barbe, puis remarqua « Ils sont si proches. Sortent-ils ensemble ?» Lucie devint immédiatement gênée, et MC n'avait même pas la force de dire quoi que ce soit. Enfin, leur voyage continua, Ian se reposant tout le long. Une fenêtre système apparut devant ses yeux avec une notification. Son Drake avait détruit un homme. Il y a eu 10 telles notifications durant tout ce temps. Cela fait 11. Pratique bien sûr que la magie d'invocation rapporte automatiquement la situation, mais c'est dommage qu'il ne puisse pas l'invoquer directement ici. Longtail le contacta par télépathie. Il chassa tous ceux qu'il pouvait trouver. MC le remercia pour son aide, et il rit avec satisfaction en disant « Si cela rend son ami heureux, alors pour lui, c'est une simple bagatelle. Il s'en va déjà ?» Il le confirma. Il déteste dire au revoir, mais c'est l'heure. Longtail ne peut pas quitter la chaîne de montagne, donc c'est dommage qu'il ne puisse pas le voir une dernière fois. Ils se remercièrent et Longtail se souvint de quelque chose. Il demanda s'il était intéressé par les secrets du phénix. Bientôt, ils arrivèrent à Riverville. Pendant que les marchands déchargeaient les chariots, Ian pensa à ce que Drake avait dit. On dit qu'un phénix de glace vit dans les montagnes du Nord. Pourquoi ne va-t-il pas vérifier par lui-même? Le phénix est un oiseau qui ne disparaît pas même après la mort, connu non seulement comme un oiseau de feu, mais aussi comme une créature qui change de forme selon l'élément, que ce soit la glace, le vent ou la pierre. Cette créature a une capacité exceptionnelle à s'adapter à son environnement, et il se demande s'il peut en faire l'une de ses ombres. Ayant fini avec les bagages, les marchands coururent joyeusement vers Ian, et Leek proposa d'aller rencontrer le seigneur avec eux. MC jeta un coup d'œil à Lucie, et pensa que pour qu'elle s'échappe en toute sécurité, il valait mieux qu'elle évite les hauts dignitaires comme le seigneur. L'homme proposa à Cassie de venir avec eux si elle n'avait nulle part où aller, et elle commença à marmonner, incertaine de ce qu'elle devait dire. Puis Ian passa son bras autour de ses épaules et dit qu'il se reposerait à l'auberge avant de continuer. Les hommes, choqués, demandèrent « Ensemble tous les deux ?» Le visage de Lucie devint rouge. Elle décida de jouer le jeu et se rapprocha de lui en disant qu'elle était un peu fatiguée. Ils étaient très contrariés,
Et Leek rit en disant qu'il savait qu'ils sortaient ensemble. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Lucy sourit et dit que faire semblant de sortir avec lui la sauvait de devoir gérer toutes sortes d'idiots. Elle se demanda pourquoi il était si poli avec les roturiers, à quoi il répondit qu'il était lui-même un roturier, fils de fermier. Elle fit remarquer qu'il était devenu magicien, et il dit qu'il ne voyait pas de raison de les traiter différemment. Il n'imitait que son maître. Dans son esprit, il ajouta qu'il voulait être aussi accessible et poli qu'elle. Lucy pensa à quelque chose, et il lui demanda quels étaient ses projets. Elle lui dit que pour commencer, elle irait rendre visite au comte Catano. C'était son oncle maternel, et si elle lui expliquait la situation, il devrait l'aider. Il demanda si sa mère était proche du comte. Elle détourna le regard et lui répondit de manière évasive qu'il n'était pas particulièrement hostile, et il pensa que puisqu'elle ne pouvait pas dire avec certitude qu'ils étaient proches, ce n'était pas très rassurant. Il demanda si, à part son oncle, elle n'avait personne d'autre en qui avoir confiance. Elle s'indigna qu'il soupçonnât son oncle. Il n'y avait personne de plus fiable au monde. Il fut même surpris, mais si elle en était si sûre, cela signifiait qu'il était vraiment un homme de bien. Elle dit qu'il était encore bien mieux que quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout. Tout le monde essayait juste de l'épouser. Bien sûr, si un magicien aussi impressionnant que lui proposait, elle serait heureuse. Elle pensa qu'elle recommençait et dit que leur contrat expirait dès qu'ils rencontraient le comte Katana. Elle demanda si ce n'était pas cruel. Au fait, une noble lui faisait une proposition. Il lui répondit qu'il y avait plein de femmes dans le monde en dehors d'elle, et cela la vexa beaucoup. Gonflant les joues, elle marcha en avant en tapant du pied, et il lui demanda où elle allait. L'hôtel était dans l'autre direction. Ils entrèrent à l'hôtel. MC donna de l'argent au propriétaire et lui demanda de préparer la chambre et le bain. Et en lui demandant si cela suffisait, elle sourit, vérifia le sac d'argent et lui dit qu'il y en avait assez. Elle préparerait leur chambre tout de suite. Au fait, la jeune dame prendra-t-elle aussi un bain? Elle devint gênée et refusa immédiatement, et Ian demanda irrité si elle pensait aussi que l'eau était sale. Elle lui dit que c'était une des raisons et demanda timidement pourquoi elle devait dire ça à voix haute. Il ne comprenait pas de quoi elle parlait et vérifia où se trouvait la salle de bain. Une énorme cuve d'eau était dans le jardin de l'hôtel, visible de tous. Il comprit immédiatement ce qui se passait et dit au propriétaire qu'il serait le seul à se baigner. Avec un soupir irrité, Lucy enleva sa capuche et commença à se ventiler avec ses mains, attirant tous les regards des hommes. Remarquant cela, MC lui dit de mettre son manteau et elle lui rappela qu'il devait l'appeler Cassie en public. Il tira lui-même la capuche sur sa tête et lui dit de le faire tout de suite. Tout le monde regardait. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et commença à se plaindre que le manteau était trop étouffant, mais ces hommes avaient déjà un mauvais plan. Ils quittèrent tous l'hôtel ensemble pour discuter. Ils étaient simplement ravis de sa beauté. Elle était comme un ange, et l'un d'eux dit avec un sourire qu'elle n'était qu'avec un gars, et un faible en plus. Peut-être devrait-il l'emmener et s'amuser un peu? Ses amis approuvèrent cette idée, et l'un d'eux remarqua qu'il semblait qu'il ne prévoyait pas de rester ici longtemps. L'homme dit que dans ce cas, il n'avait pas le choix. Il le ferait aujourd'hui. Pendant ce temps, Leek rencontra le dirigeant local, le baron Cars, pour demander la permission de commercer. Il agita la main, leur disant de travailler dur et de ne pas avoir de problème, pourquoi l'ancien le remercia, et pensa qu'on disait que s'il pouvait gagner la faveur du baron, il pourrait même s'installer dans ce château. Peut-être devrait-il mentionner le grand mage. Il dit au baron qu'il aimerait lui dire quelque chose. En fait, c'était un secret, mais son respect pour lui était si grand qu'il ne pouvait tout simplement plus le cacher. Ces flatteries firent sourire le baron, qui lui dit de parler. Leek dit que pendant leur voyage, ils avaient rencontré un mage. Il lui raconta brièvement comment le mage qui avait apprivoisé le drac l'avait sauvé, et le baron fut surpris. Mais ce n'est pas tout, car ce grand mage séjourne maintenant dans une auberge juste ici dans la ville. En entendant cela, le baron devint très nerveux. C'est mauvais. Si ce mage imprévisible perdait soudainement son calme et lâchait le drac sur ses terres, toute la ville serait mise à feu. Non. Les choses pourraient devenir encore pires, car en ce moment, un groupe de fous s'est déjà installé sur ce territoire. Les 5 chevaliers de Santiago, poussés par la dévotion aux dieux de la guerre, ont pris les armes. Ils sont à la fois moines et artistes martiaux. Et au lieu de faire la guerre, ils parcourent les terres à la recherche de démons et de monstres, se proclamant défenseurs de l'humanité. Mais que se passerait-il si cet ordre des chevaliers de Santiago croisait le chemin du mage qui a apprivoisé le drac? S'il se heurtait quelque part sur ces terres, tout s'effondrerait. Rien que d'y penser, il se sentit mal. Et il ordonna immédiatement aux responsables de préparer une chambre pour ce marchand et d'appeler immédiatement les chevaliers de Santiago, qu'ils les amènent ici avant que les ennuis ne commencent. Il décida qu'il serait plus facile de négocier avec les chevaliers qu'avec ce mage fou. Pendant ce temps, Ian et Lucy venaient de commencer à manger. L'aubergiste était occupé, incapable de cuisiner ou de remplir la baignoire. MC se proposa de chauffer la baignoire lui-même et l'aubergiste s'excusa de l'interrompre pendant son repas. Avant de partir, Ian dit à Lucy d'aller au 2e étage quand elle aurait fini et la laissa, ce qui ne fut que joie pour les hommes. Après avoir terminé son repas, elle monta au 2e étage, mais soudain, un homme lui attrapa la main et demanda si elle était par hasard la compagne du jeune homme aux cheveux noirs qui était sorti.
Elle retira sa main en lui demandant avec mécontentement qui il était, et il répondit qu'il était juste un messager qu'il avait engagé. Il avait été engagé pour l'emmener immédiatement au port. En preuve, il lui montra la pièce qu'il avait prétendument reçue, et elle dit avec doute qu'il devait être à la baignoire. Il ne la laissa pas finir et dit, inquiet, qu'il s'était passé quelque chose au bain. Elle devint nerveuse, pensant que ces bandits les avaient enfin retrouvés, et suivit l'homme. Ils coururent rapidement dans la cour. Lucie vit Ian chauffer une baignoire et réalisa qu'il l'avait trompée. Elle se tourna vers l'homme, probablement pour demander ce qui se passait, et il lui jeta un sac sur la tête. Elle cria le nom d'Ian. Il le regarda et pensa que ça ne semblait pas être le fiancé qui les avait envoyés, juste un petit truc. Ces hommes étaient déjà derrière la clôture. Ils attrapèrent Lucie et se précipitèrent pour fuir, puis MC se dirigea vers eux. Mais le gars bloqua son chemin et demanda s'il pensait pouvoir s'échapper. Il se toucha la tête, fatigué, pensant à quel point c'était pénible. Ces hommes avaient déjà pris la fuite. Il utilisa la magie. Des flux de lumière tourbillonnaient autour de lui, l'effrayant, et il pensa qu'avec son pouvoir actuel, il ne pouvait pas faire la magie comme il le voulait. Dans ce cas, parmi tous les mystères à sa portée, il devait juste en trouver un qu'il pouvait utiliser. Une voix s'adressa aux gens et s'exclama que leur lumière s'éteignait. Juste le temps de s'amuser un peu. Ian reconnut immédiatement cette voix. C'était l'obscurité. Il leva la main et appela l'obscurité. Les ombres commencèrent à s'épaissir autour de lui, et l'homme tomba de peur en s'exclamant « Pourquoi est-ce devenu si sombre tout à coup ?» Il ne voit rien du tout. MC prit un bâton et s'avança vers lui de manière menaçante, pensant que lorsqu'il utilise l'art de l'ombre, il ne voit que lui. Ensuite, il le frappa plusieurs fois et il appela à l'aide. Ian entendit immédiatement des pas s'approcher, dissipa l'obscurité et ordonna à l'homme de dire où il l'avait emmené. Enfin, voyant la lumière, il était très heureux et ne se souciait pas de la douleur des coups. À cause de cela, il se fâcha et le frappa à la tête à nouveau en lui ordonnant de répondre. Soudain, un poignard passa près de son visage et perça la clôture derrière lui. Un vieil homme accompagné d'autres hommes s'approcha de lui et lui ordonna de s'arrêter. C'est l'obscurité. Est-ce lui qui a créé ça? Son nom est Elder. Il est le commandant de ce détachement des Saints Chevaliers de Santiago. MC confirma qu'il contrôlait l'obscurité. Le vieil homme fronça les sourcils et ressentit immédiatement sa soif de sang, pensant « Qui est-il » L'homme en larmes se précipita immédiatement vers les chevaliers en leur demandant de l'aide. Ce magicien a essayé de le tuer sans raison. Le vieux chevalier demanda ce qu'il avait fait et Yann lança un regard furieux au gars. Le vieil homme sourit. Il comprit immédiatement tout et dit « Puisque c'est un magicien, alors c'est tout à fait possible. » Il ne comprit pas ce qu'il voulait dire exactement et demanda en réponse « Tous les magiciens ne sont-ils pas comme ça? Après tout, ils font ce qu'ils veulent. » Cela le mit très en colère. Que prennent-ils même pour un magicien? Il perdit son calme et lui ordonna d'arrêter de dire des bêtises. C'est lui qui l'a attaqué en premier. Il pense qu'il le frapperait sans raison. Il a juré fort et a réalisé qu'il avait élevé la voix dans le feu de l'action. Si ce vieil homme se fâche et prend son épée, il aura des ennuis. Mais il a juste ri et a dit qu'il avait une langue bien aiguisée. C'est une personne très inhabituelle pour un magicien. Dans ce monde, tout était simple. Une langue acérée est un signe de compétence. Un autre chevalier, Dietrich, s'est avancé et a dit que cela ne lui donnait pas le droit d'utiliser la magie malveillante. Il n'aimait pas la façon dont il l'appelait, et l'homme s'est approché de lui en disant que plonger tout autour dans l'obscurité, c'est se détourner du soleil, l'œil du ciel. Se cacher dans l'obscurité est le lot des lâches. MC pensa que l'obscurité est coercitive car elle rejette le soleil. Ces gars parlent avec des métaphores religieuses. Ils sont probablement des adeptes de l'église du soleil. Il s'est raclé la gorge et a calmement demandé « N'est-ce pas par la volonté du ciel que le jour et la nuit existent ? Si la volonté du ciel réside dans la lumière, alors pourquoi la nuit existe-t-elle ? La nuit était à court d'arguments, et il a élevé la voix en disant que la lumière du soleil crée l'obscurité. C'est ainsi que fonctionne ce monde. Il n'a pas créé quelque chose qui n'existe pas. Il a simplement révélé cette loi du grand mystère. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Dietrich détourna le regard, incapable de trouver un argument, et ensuite tout le monde a commencé à en discuter. Finalement, ils sont parvenus à un avis unanime et ont admis qu'il avait raison. Sans sa volonté, il n'aurait pas pu créer l'obscurité sous la lumière du soleil. Cela doit aussi être la volonté du ciel. Ian a mentalement traité ces fanatiques médiévaux de fous complets et a demandé s'il pouvait y aller maintenant. Sa sœur avait été enlevée, alors il pouvait la retrouver. L'homme est immédiatement devenu nerveux, et les chevaliers se sont tournés vers lui en demandant au magicien. Donc, il l'a attaqué parce qu'il était l'un des ravisseurs? Il a confirmé cela, et l'homme a baissé la tête, coupable, et a commencé à tout nier. Après cela, il a été emmené. L'aîné a ordonné à Dietrich de rester là et de veiller sur lui, et lui-même s'est approché du magicien et s'est excusé de lui faire perdre son temps précieux. En guise d'excuse, il voulait lui offrir son aide. Pendant ce temps, Lucie avait déjà été jetée dans le bateau et s'éloignait. Mais MC est apparu avec les chevaliers juste à temps et a pointé vers le quai, s'exclamant que c'était l'endroit même dont le témoin avait parlé. Les chevaliers étaient furieux qu'ils soient partis en bateau et ont commencé à les traiter de lâches. Et Yann pensa qu'après le coucher du soleil,
naviguer en bateau est dangereux, ce qui signifie que ses pensées ont été interrompues par le cri de l'aîné. Il a serré le poing et a frappé l'air en s'exclamant que pour sauver une âme sans nom, ils briseront cette obscurité ensemble. Ils sont les chevaliers de l'ordre de Santiago, défenseurs de la semaine. Ce sera un honneur pour eux d'accompagner le magicien. MC les regarda avec surprise et pensa qu'ils étaient vraiment un ordre chevaleresque, défenseur de la semaine. Ça a l'air plutôt cool. Il s'est approché du vieil homme et a poliment dit que monter dans un bateau à un tel moment était assez dangereux. Et il a agité la main, lui disant de ne pas être si formel avec lui, de le laisser parler plus simplement. Il lui a répondu confusément qu'il parlait comme d'habitude, et le vieil homme a ri, lui demandant d'arrêter. Yann a dit qu'il avait trouvé un crochet. Cela tirera le bateau, alors qu'il le fixe quand il se rapproche. Le vieux chevalier fut surpris par cette idée et demanda s'il ne connaissait pas l'art de l'ombre. Comment pouvait-il utiliser l'art de l'eau? Il répondit qu'il avait maîtrisé les niveaux de base de plusieurs écoles différentes, et le vieil homme le regarda avec étonnement. C'est étrange. Tous les mages qu'il avait vus sur le champ de bataille maîtrisaient seulement un type de magie. De plus, s'il n'avait maîtrisé que les niveaux de base, cela signifie-t-il qu'il ne devrait pas encore pouvoir lancer de sorts? Mais MC lui prouva immédiatement le contraire. Il se tourna vers la rivière en lui demandant de leur accorder un chemin, et l'eau commença à déferler. Le vieux chevalier fut grandement surpris par ce spectacle, car cela surpassait tout art de l'eau qu'il avait vu sur le champ de bataille. Les kidnappeurs devinrent nerveux, le courant changea brusquement, et une énorme vague se leva au-dessus d'eux sans qu'ils ne s'en aperçoivent et les couvrit complètement. Finalement, le bateau s'échoua sur le quai. Les chevaliers attrapèrent les gars et les emmenèrent, et Lucie se jeta immédiatement dans les bras d'Yann. Au début, il sursauta même et tenta de la repousser. Mais le vieux chevalier lui demanda ce qu'il faisait. Il avait mis sa sœur en larmes. Pour éviter de l'énerver, il lui donna une tape dans le dos et commença à la calmer, ce qui la fit pleurer encore plus. Il se sentait déjà vraiment mal. Il voulait juste retourner rapidement à l'auberge et prendre un bain. Cependant, à ce moment-là, il ne savait pas encore que dans ce monde, il n'était pas destiné à prendre un bain paisible. Bernard, l'aîné du seigneur, et Hanson, son fidèle chevalier, arrivèrent en ville. Ils dispersèrent tout le monde chez eux et donnèrent l'alerte, car ils virent une colonne de fumée dans le ciel et pensèrent qu'une bataille avait définitivement eu lieu ici. Le chevalier pensa: les craintes du baron se sont-elles réalisées? Les choses sont déjà assez mauvaises. Traîner ce jeune seigneur gâté avec lui est un vrai casse-tête. Il soupira lourdement, essayant de faire face à son destin. Pendant ce temps, MC prenait un bain et la fumée provenait du feu. Les chevaliers se pressèrent autour de lui, offrant de lui frotter le dos, quand soudain Bernard et le chevalier firent irruption dans l'arrière-cour de l'auberge, demandant avec excitation ce qui se passait. Yann leur dit calmement qu'il prenait un bain, et ils le regardèrent tous les deux avec choc. Après tout, ce n'était pas une bataille. Bernard se demanda s'il prenait un bain ici, à ciel ouvert. Les habitants de l'Empire se baignent rarement, seulement lors d'occasions spéciales, et de plus, tout autour d'eux était en désordre. Il y avait définitivement quelque chose derrière tout ça. Il était l'aîné du souverain de Riverville, et il avait le droit de tout savoir. Il s'approcha d'Yann et commença à agiter ses poings, exigeant une explication détaillée, et le vieux chevalier décida de tout lui expliquer en détail. Le garçon lui lança un regard mécontent et demanda pourquoi il parlait. Il ne lui posait pas de questions. Le chevalier fut légèrement confus et lui répondit. Le fait est qu'il est un mage, et Bernard fut légèrement surpris. Pour une raison quelconque, le chevalier sourit et pensa « il va faire ça, n'est-ce pas ?» Après cela, Bernard mit sa main sur sa poitrine et pointa son doigt vers Yann, disant qu'il était l'héritier de la famille Carr, et qu'il lui ordonnait de sortir immédiatement du bain et de lui montrer le respect qui lui était dû. Dans ce monde, la noblesse a une tradition culturelle connue sous le nom de provocation des mages. En termes simples, c'est une coutume où la noblesse provoque un mage. C'est un test de sa patience. Un mage qui endure calmement les provocations est considéré comme faible, et celui qui réagit avec colère est reconnu comme puissant. MC a tout de suite compris ce que ce garçon allait faire et a fermement déclaré qu'il refusait. Bernard était d'abord complètement confus, puis s'est exclamé de rage. Il a dit qu'il refusait? Pense-t-il que des gens comme lui peuvent lui résister? Yann a demandé en réponse. Pourquoi diable devrait-il faire tout ce qu'il lui dit? Bernard s'est tourné vers Sir Hanson, lui ordonnant d'éloigner immédiatement ce faux magicien. Le chevalier l'a pris par les bras, essayant de le tirer de la cuve et de le calmer, et MC était même impressionné par son jeu. Il a décidé de jouer le jeu, et s'est levé brusquement en demandant avec mécontentement « L'a-t-il traité de faux magicien ?» Sa magie s'est manifestée, ce qui a effrayé le garçon, puis Ian a levé la main commandant au vent de se lever. Tous les objets autour d'eux ont immédiatement commencé à voler. Bernard s'est excusé et lui a demandé d'arrêter. Maintenant, il comprenait l'ampleur de son pouvoir. Immédiatement après cela, le vent s'est calmé et MC s'est étiré avec un sourire, en pensant « Est-ce que cela suffira à l'empêcher de me déranger encore ?» Mais le garçon était si effrayé qu'il s'est allongé par terre, agitant bras et jambes en pleurant fort, et Yann a maudit. Est-ce que le baron Kars allait vraiment l'exécuter? Le lendemain, il a été invité au palais du baron. À son arrivée, il l'a remercié d'avoir accepté son invitation. Il a entendu que son fils lui avait causé beaucoup de problèmes hier, donc il voulait sincèrement s'excuser.
MC a répondu que tout allait bien. Plutôt, il devrait s'excuser d'être allé trop loin. Le baron a dit « Au fait, il a entendu qu'il avait un compagnon avec lui. Est-il venu seul? Il lui a dit qu'elle avait des affaires, donc elle était restée à l'auberge et pensait qu'il n'était pas nécessaire d'exposer son visage encore une fois, alors il l'a laissé avec les chevaliers. » Le baron Kars a demandé le nom de son maître. Et quand il a dit son nom, il a été surpris et a dit qu'il avait entendu parler de l'étoile montante d'Wald. Elle est partie vers le sud. Il l'a confirmé. Il y a une académie de magie là-bas. Et le baron a demandé avec surprise, donc il ne se dirigeait pas vers le principauté de Palgar ou Roxlan. Il a demandé pourquoi une telle question, et il lui a dit qu'il y avait pas mal de troubles là-bas dernièrement. Il semble que la principauté de Palgar ait des vues sur Roxlan. Ian a immédiatement réalisé que c'était un présage de guerre, et le baron a demandé s'il se dirigeait aussi vers le sud. Il a répondu qu'il se dirigeait vers l'est, à la recherche d'un secret, et le baron Kars a déclaré qu'il aimerait lui offrir un cadeau. Après cela, les serviteurs ont apporté un énorme coffre et l'ont placé sur la table devant Ian. Il a demandé ce que c'était, et le baron lui a dit de simplement l'ouvrir. Il a soulevé le couvercle, se demandant ce qu'il y avait à l'intérieur, et quand il a vu un bâton à l'intérieur, il a été surpris. Le baron a dit « Ce bâton appartenait autrefois à un célèbre aéromancien. On dit qu'il s'appelle Windstep. » MC a murmuré le nom du bâton avec surprise, puis l'a pris, et le baron a dit que cela lui allait parfaitement. Mais Ian n'était pas particulièrement ravi. Cela ressemblait à un bâton ordinaire. Il avait même l'impression d'avoir reçu des accessoires pour un cosplay de mage, mais il aimait quand même recevoir des cadeaux. Il sourit légèrement, et le baron lui dit de le considérer comme un signe de gratitude pour avoir pardonné à son fils. Il espérait qu'il aimait le bâton. Il confirma, et le remercia pour le cadeau, puis elle retourna à l'auberge. En entrant dans la pièce, il entendit immédiatement l'exclamation de Lucie, et courut vers elle, pensant déjà qu'il s'était passé quelque chose. Elle déclara que quelque chose de terrible s'était produit, lui prit la main avec un air inquiet, et ajouta qu'il avait besoin de son aide. Et le vieux chevalier dit que ce matin, un chasseur avait attrapé l'oiseau et allait le manger, mais sa sœur l'en empêcha. Elle dit avec joie qu'il s'appelait Ian Aletis Raven et que ce bébé était un corbeau. N'est-ce pas le destin? MC était sans voix. Il pensait déjà que quelque chose de mauvais était arrivé. Elle parla encore du destin avec délice, puis il se tourna vers le chasseur et, avec une expression sévère, s'excusa de leur avoir causé tant de problèmes. Il pouvait le manger, elle s'écria indignement, et il lui rappela qu'il était le mage ici, pas elle. De quelle absurdité parlait-elle? Elle cliqua de la langue avec mécontentement, et les chasseurs le remercièrent et l'invitèrent à dîner avec le corbeau. Soudain, le corbeau appela Ian et lui demanda de l'aide. Les deux avaient déjà sorti l'oiseau de la cage, et MC courut vers eux en leur demandant d'attendre. Il demanda au corbeau ce qu'il voulait, et il commença à crier, en suppliant de l'aide. Ian ordonna au corbeau de répondre, mais l'oiseau ne semblait pas le comprendre. On dirait que Moronius ne fonctionne pas. Probablement qu'il lui manque du mystère. Le corbeau continua de crier et de demander grâce. Et MC dit qu'il le sauverait s'il se taisait une seconde. Il continua à crier de toute façon, et MC en avait assez, et lui cria de rester tranquille, puis il le sauverait. Le corbeau se tut, souriant avec satisfaction, pensant que ce gars ne comprenait peut-être pas les mots, mais avait un excellent sens de la situation. Le chasseur demanda avec joie s'il venait de parler à ce corbeau. Il confirma. Le corbeau avait demandé à être sauvé, donc il resterait ici pour l'instant. Lucie s'exclama fièrement. « Je te l'avais dit, elle savait que ce corbeau était spécial. » Le vieux chevalier rit en disant que cette jeune dame, comme son frère, semblait capable de voir des secrets, puis elle s'essuya le nez et acquiesça. Elle n'avait jamais étudié, mais avait un talent pour la magie. Ian pensa qu'elle se vantait encore. Et quand tout le monde partit, ils commencèrent à soigner le corbeau. Ils bandaient son aile. Lucie dit que la plaie guérirait en un instant, et demanda ensuite « Que devrait-il faire maintenant? Vont-ils le rendre au chasseur ?» MC resta silencieux. Il savait pertinemment que ces gars-là allaient juste le manger. Le corbeau comprenait apparemment que son destin se décidait et s'assit sur sa main en lui suppliant de ne pas l'abandonner. Les gens ici sont si effrayants. Il recommença à pleurer. Ian ne put résister. Il avait pitié de lui et le mit sur son épaule. Lucie demanda « Cela veut-il dire qu'ils vont l'emmener avec eux ?» Il l'a confirmé, au moins jusqu'à ce qu'il se rétablisse, et elle a proposé avec enthousiasme de lui donner un nom. « Que dirais-tu d'Obsidienne? Il a de si beaux yeux noirs. » Le corbeau a commencé à croasser, et MC l'a regardé avec surprise. Est-ce qu'il aime vraiment que Lucie s'amuse avec lui? Il n'aimait pas le nom. C'était trop long, et il a proposé Oberon. Elle a beaucoup aimé, puis il a caressé la tête de son animal, disant qu'à partir de maintenant, son nom serait Oberon. Le corbeau est devenu immédiatement plus audacieux. Visiblement ravi de son nouveau nom, il a battu des ailes et a ordonné qu'on lui apporte des cadeaux et qu'on se prélasse sous ses rayons de miséricorde. Elle a dit qu'elle avait eu une idée. Peut-être qu'il voyagerait avec les chevaliers à partir de maintenant? Elle pensait que ce serait mieux que juste tous les deux. Ian y a réfléchi. Ces chevaliers ont l'air assez coriaces, donc ça avait du sens, et les bandits n'oseraient pas s'en prendre à eux. Mais s'ils ne sont pas sur le même chemin, alors ça ne marchera probablement pas. Le vieux chevalier a entendu leur conversation. Il s'est approché et a demandé ce qui le préoccupait. Peu importe à quel point un mage est capable, voyager seul avec une femme est assez dangereux.
Il veut donc lui proposer un marché concernant un monstre qui est apparu sur les terres du comte Katana. Il se dirige justement pour chasser le monstre qui est apparu dans son domaine. MC est devenu légèrement inquiet et a demandé ce qu'il voulait dire. Le vieux chevalier parlait d'un monstre appelé Manticore. C'est une bête magique notoirement cruelle qui se réjouit de tuer des gens. MC a demandé s'il voulait vraiment dire qu'il devait l'aider à chasser la Manticore. Le vieil homme a secoué la tête. Ils ne veulent pas les entraîner dans le danger. Bien sûr, s'ils proposent d'aider, ils ne s'y opposeront pas. Après avoir réfléchi un peu, Yann s'est levé et a dit qu'il passait, et le vieux l'a arrêté en riant. Il n'avait pas encore fini. Il ne leur demandait pas de chasser. En fait, ils étaient un ordre chevaleresque établi par l'Église. Mais quand ils ont mentionné de s'attaquer à une Manticore, les prêtres du domaine du comte ont pratiquement forcé un mage à les aider. Il était sûr que ce mage était profondément contrarié par cela, c'est pourquoi il voulait lui demander de l'aider à la calmer. Elle percevrait les mots d'un autre mage différemment des leurs. MC pensait que c'était une bonne affaire. Tout ce qu'il avait à faire était de calmer le mage grincheux, et tout un ordre chevaleresque les accompagnerait. Il a échangé des regards avec Lucie et a accepté l'accord. Bientôt, ils sont partis, et le voyage avec les chevaliers était étonnamment confortable. Tous les membres de l'ordre des chevaliers de Santiago étaient des gens dignes, donc le voyage s'est déroulé sans tension. Cependant, s'il y avait quelque chose à redire, c'était leur foi fanatique. Chaque fois qu'ils s'arrêtaient pour se reposer, les chevaliers essayaient de l'entraîner à étudier la Bible, le suppliant avec des yeux implorants, mais il refusait toujours. Bien sûr, le voyage était confortable, mais ils n'auraient jamais pensé qu'ils lui imposeraient leur foi si agressivement. Le vieux chevalier s'est assis à côté de lui et a dit « Quel dommage! S'il pouvait seulement entendre la voix de Dieu, il pourrait même devenir clerc de l'ordre. » Yann se demandait s'il pouvait vraiment parler à Dieu, leur demanderait-il pourquoi il avait ce statut et pourquoi il était réincarné dans ce monde? Il s'y est intéressé et a demandé à Sir Dietrich de partager la Bible avec lui. Ils ont commencé à étudier ensemble. Le chevalier lui expliquait tout en détail, tandis que Lucie s'était endormie depuis longtemps. À un moment, Dietrich a loué son excellent moral, et il l'a remercié pour le compliment. Dietrich l'a regardé, perplexe, et a demandé ce qu'il voulait dire. MC était un peu confus. Il venait de lui dire qu'il était de bonne humeur, mais Dietrich n'avait rien dit. Il s'est levé d'un bond, se tenant la tête, demandant avec peur quelle voix venait de lui parler. Ian a regardé autour de lui, jurant que quelqu'un venait de lui parler, puis une pensée lui est venue. Était-ce une voix inhumaine? La voix a ri et a répondu « Qui sait ?» MC s'est immédiatement levé, effrayant encore plus le pauvre chevalier, et la voix a dit « Peut-être qu'ils sont une créature qui ne peut pas être appelée humaine. » Ian a pointé le ciel et a demandé « Est-ce que Dieu lui parle ?» La voix lui a vaguement répondu « Probablement. » MC est devenu très agité et a commencé à bombarder Dieu de questions. Qu'est-ce que cette fenêtre de statue? Pourquoi l'ont-ils réincarné dans ce monde? Dieu a ri et Ian leur a ordonné de répondre immédiatement, mais à la place, un vent lui a frappé le visage et la voix s'est tue. MC ne pouvait pas croire qu'ils étaient partis et a appelé à Dieu à nouveau, mais personne ne répondit. Cela l'a beaucoup en colère. Alors il a ordonné à Dieu de revenir immédiatement, et les chevaliers ont commencé à le calmer. Après cela, il s'est plongé dans l'étude de la Bible, juste pour parler à ce Dieu encore une fois. En conséquence, il a acquis une nouvelle compétence, art sacré. Maintenant, il peut communiquer avec l'essence absolue gracieuse, noble, sainte et belle de ce monde. Même le système l'a félicité. Cette compétence s'est ouverte à lui assez rapidement. Le système lui a conseillé de montrer de l'intérêt pour Dieu, d'étudier davantage, de comprendre plus profondément. Plus il montre d'intérêt, plus Dieu sera heureux. Le souverain gracieux, noble, saint et beau de ce monde. Ian a claqué le livre et a versé une larme. Et c'est le même Dieu qui lui a donné cette compétence? L'auteur, qui se dit Dieu, l'a-t-il jeté dans ce monde juste pour le mépriser et se moquer? Rien que l'idée d'être un simple jouet entre les mains des dieux l'a rendu très en colère. Il voulait leur demander directement, mais son niveau d'art sacré était encore trop bas pour discuter. Mais il n'avait pas le choix. Il devrait chercher plus de secrets, collecter plus de points et améliorer ses arts sacrés. Quelques jours plus tard, ils ont rencontré des bandits sur la route pour la première fois. Les chevaliers s'en sont rapidement occupés sans subir la moindre perte, et Elder a appelé le mage avec inquiétude, demandant s'il allait bien. Il a seulement souri maladroitement et a confirmé. Bien sûr, il allait bien. Il les avait tous massacrés. Elder a demandé si la fille était blessée, et elle lui a dit qu'elle allait bien. Et lui, il a ri et lui a répondu. Peu importe son âge, des gens comme eux ne pouvaient pas le vaincre. MC a dit qu'il avait entendu qu'il avait été mercenaire et a trouvé cela incroyable. Ce à quoi Ian a répondu qu'il avait peut-être l'air de cela maintenant, mais il était assez célèbre dans sa jeunesse. C'est pourquoi il s'est appelé Elder. Trop d'idiots se battent dès qu'ils entendent son vrai nom. Il est si célèbre que tout le monde connaît son nom. Elder s'est tourné vers les chevaliers, déclarant triomphalement qu'ils avaient volé une bande de bandits. À l'est se trouve le comté de Catanais et à l'ouest, la forêt où la Manticore a été vue. Elder a dit à Ian que la forêt où vit le mage était dans cette direction. Elle voulait voir son oncle au plus vite, et il s'inquiétait, demandant si elle pouvait vraiment y arriver seule.
Elle lui a souri en disant qu'elle n'était pas une enfant. Elle lui a fait un signe d'au revoir et s'est enfuie. Il espérait qu'elle irait bien. Il devait régler ça vite et retrouver Lucie. Elder, perplexe, a demandé où sa sœur allait seule et il a dit qu'il la rejoindrait bientôt. Mais ce n'était pas le sujet maintenant. N'est-ce pas? Elder a passé son bras autour de son épaule et a demandé s'il était prêt mentalement. Il ne comprenait pas pourquoi il devait se préparer. Elle est en colère à cause de l'ordre. Qui sait ce qu'elle pourrait leur faire? Il a demandé pourquoi il devrait nettoyer après l'ordre. Le chevalier est devenu légèrement nerveux, a détourné le regard et a répondu que tout cela était à cause de l'ordre qui les payait. Elle leur pardonnerait sûrement dès qu'elle verrait son visage. MC était dans un état d'anticipation. Il était curieux de voir comment cela se passerait. À ce moment-là, une terrible odeur a envahi la petite maison dans la forêt. Il y a quelque temps, l'ordre lui a demandé de prêter sa magie à leurs guerriers pour attraper une manticore. Ils lui ont rappelé que cette forêt était d'abord leur domaine. Si bien sûr, ils ont le courage de ne pas fuir en sentant ça. Elle a continué à remuer le ragoût, riant de ce qui se passerait à l'arrivée des chevaliers. C'est une célèbre mage des plantes. Elle contrôle non seulement les plantes, mais fabrique aussi de terribles poisons mortels. Dès qu'ils se sont approchés de la maison, ils ont senti une odeur terrible et se sont bouchés le nez, mais MC a trouvé ça familier. Elle était contente qu'il soit venu, maintenant qu'il profite du plat qu'elle avait préparé. Ils entrèrent dans la maison et elle leur donna à chacun un bol de ce ragoût puant, qui les faisait déjà pleurer. Elder lui dit qu'elle n'aurait pas dû leur prouver son pouvoir de cette façon, et elle répondit qu'elle servait simplement à ses invités un plat rare des cultures qu'elle avait soigneusement cultivées. S'ils n'étaient pas ses invités, ils pouvaient partir. Elder la regarda avec doute. C'était un défi. Les chevaliers grimacèrent, essayant de forcer au moins une cuillère de ragoût, mais ils se sentaient nauséeux. Monty commençait à douter d'elle, pensant qu'elle avait un peu exagéré. Mais contrairement à eux, Ian appréciait son ragoût. Il était simplement ravi de la soupe pleine d'ail. Mani commençait à s'inquiéter pour lui. Elle s'approcha de lui pour demander s'il allait bien, et il répondit avec enthousiasme que c'était tout simplement incroyablement délicieux. Elle était choquée, cela ne pouvait pas être vrai. Il continua à manger le ragoût avec plaisir et dit que l'ail était tout simplement fantastique. Pour prouver son point, il prit une cuillère pleine d'ail et la mit complètement dans sa bouche, laissant tout le monde sans voix. Monty courut immédiatement vers lui et lui dit d'arrêter. Elle était mage des plantes depuis 40 ans, mais elle n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi excentrique que lui. Il la regarda avec étonnement, ne comprenant pas ce qui se passait, et elle lui demanda quel était son nom. Quand elle entendit son nom, Elides, elle le désigna avec surprise et demanda s'il était l'apprenti d'Elides. Il faisait bientôt complètement noir. Elle prépara de nouveaux plats et mit la table, s'excusant auprès d'eux pour une telle réception. MC n'était pas ravi de la viande juteuse. Le ragoût de poulet était meilleur. Mani demanda s'il chassait une manticore. Ce ne serait pas facile. Le comte Katanat avait envoyé de nombreux chasseurs pour attraper ce monstre, mais la bête les avait tous tués. Le vieux chevalier déclara qu'il était prêt et elle lui demanda s'il avait déjà capturé une manticore. Il répondit qu'il l'avait fait quelques fois dans sa jeunesse. Puis elle demanda à Yann, et lui, puisqu'Elédis l'avait formé, il devait déjà être un mage accompli, n'est-ce pas? Pourquoi ne devrait-il pas aider les chevaliers avec ses connaissances? MC se souvint comment son maître lui avait un jour parlé du devoir d'un mage. Il y a des moments où un mage doit aider les gens même s'il ne le veut pas, et ces moments ne doivent pas être pris à la légère. Bien sûr, il n'avait pas besoin de chasser la manticore, mais s'il refusait, de mauvaises rumeurs pourraient se répandre dans le cercle magique. Le cercle magique est une organisation créée par les mages sous l'égide de l'Académie de magie pour superviser l'utilisation appropriée des arts arcaniques. Si cela arrivait, il ne pourrait pas regarder son mentor dans les yeux et il pourrait ne pas pouvoir demander de l'aide à d'autres mages. Il jeta un coup d'œil au chevalier qui souriait et attendait sa réponse, réalisa qu'il n'avait pas le choix et décida de les accompagner. Le lendemain, ils partirent pour la forêt. Une atmosphère d'inquiétude régnait. Il s'inquiétait pour Lucie. Elle l'attendait probablement. Oberon, qu'il avait envoyé en reconnaissance, revint vers lui après avoir enfin trouvé la manticore. Remarquant les croassements du corbeau, l'ancien demanda à Yann ce qui n'allait pas, et il répondit que le corbeau avait trouvé la manticore et qu'il devait avancer. Le vieux chevalier fut surpris par son incroyable capacité, et MC pensa qu'il l'avait habitué à parler humain. Ils avancèrent pendant quelques minutes, et le vieux chevalier ressentit enfin une soif incroyable de sang. Ian demanda si la manticore était aussi un monstre. Peut-être pouvait-il la convaincre. L'ancien en doutait, et Monty affirma avec assurance que les manticores n'étaient définitivement pas des créatures avec lesquelles on pouvait négocier. MC demanda ce qu'elle savait sur l'invocation. Puis elle s'exclama indignément qu'elle savait en fait ce qu'était la magie. Si vraiment il la persuadait, alors elle dirait tout à Ilétis. Il ne comprenait pas. Elle dira juste à son mentor au lieu de le féliciter comme si c'était quelque chose de mal. Dietrich appela avec enthousiasme le chef et pointa dans le sous-bois sombre où se trouvait la manticore. La créature les regardait fixement.
L'ancien ordonna au mage de ne pas s'en éloigner. Ensuite, Dietrich l'appela et dit qu'ils avaient déjà enduit toutes leurs armes de poison. Dès que le vieux chevalier donna l'ordre, ils tirèrent dans l'obscurité. Ian continua à attendre sans rien faire. Les flèches percutèrent la manticore, et il scruta l'obscurité pour voir comment elle se brisait. Il informa immédiatement l'ancien, qui était très déçu, et Dietrich demanda ce qu'il devait faire maintenant. Il devait l'attaquer à nouveau. Des rires résonnèrent. La manticore émergea de l'obscurité, et M6 sentit un frisson le parcourir. Les chevaliers se précipitèrent vers les flèches, et Ian pensa que la manticore était juste devant eux. Il n'y avait pas le temps de réappliquer le poison. Réalisant qu'il n'avait pas le choix, il serra nerveusement sa main en poing, puis appela la manticore à haute voix et avança. La vieille femme soupira. Ce type a vraiment décidé de le faire. La manticore sourit avec satisfaction et dit « Réfléchis un peu ». Il a parlé à celle-ci. C'est une personne inhabituelle. MC était un peu nerveux. Il se ressaisit et dit qu'il était content qu'elle l'ait compris. Dès qu'il dit son nom, la manticore lui ordonna de déguerpir. La bête rit et l'appela personne stupide, jurant toutes sortes de choses, et il demanda avec étonnement « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La manticore sourit et dit que c'est mieux. « Arrête de faire semblant. Si tu veux quelque chose, alors dis-le directement. » Ian lui répondit directement. Ils veulent son cuir chevelu. La manticore éclata de rire et dit qu'il est honnête. Elle l'aime. Alors pourquoi ne s'associe-t-il pas avec elle et ne déchire-t-il pas ces gens en morceaux? MC fut choqué par une telle offre, et la bête dit qu'elle savoure leur chair, et il obtiendra toutes les richesses et les femmes qu'il désire. Quand elle, la veuve, en aura eu son compte, elle les tuera. En imaginant cela, la manticore lécha ses lèvres et rit, après quoi Ian cracha à ses pieds et dit que c'était si dégoûtant qu'il ne pouvait même pas l'écouter. Il montra à la bête le doigt du milieu, l'insultant de diverses manières, ce qui surprit les chevaliers, pour le dire légèrement. Le manticore a dit que c'était encore mieux, puis il a sauté sur lui en s'exclamant que c'était exactement pourquoi il méritait d'être tué. Mani a immédiatement tendu la main et a commandé aux plantes de pousser, puis elle a frappé du pied et d'énormes tiges ont émergé du sol, se dirigeant vers le manticore. Elles ont formé un mur protégeant Ian, elle et Elder du manticore, et des chevaliers piégés. Elder a immédiatement appelé la vieille femme en lui demandant ce qu'elle avait fait. Et elle a demandé avec mécontentement. « Quoi? Il est aveugle ?» Elle a absorbé le manticore. Il a crié. Elle l'a absorbé avec les chevaliers à proximité. Elle ne voulait pas admettre son erreur et s'est fâchée, disant qu'ils n'étaient pas des enfants, donc il trouverait une solution. Le plus important maintenant était de tuer le manticore. Des cris se faisaient entendre derrière le mur de plantes. Elder était très inquiet et a immédiatement couru vers ses chevaliers, suivi des mages. Enfin, ils ont contourné le mur. Heureusement, tous les chevaliers allaient bien sauf Dietrich. Il était très gravement blessé, mais ils avaient déjà réussi à lui donner les premiers secours. En voyant le chef, Dietrich a grimacé de douleur et s'est excusé. Il avait perdu le manticore, mais cela ne l'importait plus. Il l'a relevé et l'a serré dans ses bras. MC était inquiet à cause de sa vue. Ils avaient tous fait de leur mieux. Il n'aurait jamais pensé voir quelqu'un mourir, que ce serait Dietrich. Il a maintenant réalisé que ce monde où les monstres et les guerres sont courants, la mort, qu'il n'avait connue que par les livres, était devenu une réalité pour lui. Il s'est dirigé avec confiance vers Dietrich, a pris sa main, et a dit que lorsqu'il lui enseignait la Bible, il disait que si tu crois de tout ton cœur et pries, les cieux s'ouvriront. Dietrich a versé une larme et a confirmé cela avec un sourire amer, puis Ian l'a invité à prier avec lui. Une lumière brillante a commencé à émaner de sa main. Il s'est tourné vers les cieux et a demandé « Est-ce qu'ils regardent ? Leur plus dévoué fidèle est en train de mourir. Ne vont-ils rien faire ?» Une voix lui a répondu que ces cieux étaient juste ici. Si c'est ce qu'ils voulaient, ils essaieraient. Après cela, un éclat lumineux a illuminé toute la clairière. Ses mains brillaient d'une lumière divine. Pendant ce temps, Dietrich se trouvait au paradis. La déesse lui a dit de se réveiller. Elle lui a tendu la main, et il l'a regardée avec surprise, ne croyant pas ses yeux. Elle a dit qu'elle était si heureuse de le voir, et il s'est immédiatement incliné devant elle, pensant « Alors, c'est ça le paradis ?» Ses mains tremblaient à la réalisation qu'il était finalement mort, mais la déesse a dit qu'il avait encore des choses à faire. Il l'a regardée avec inquiétude, et elle a posé sa main sur sa tête et lui a dit de poursuivre sa volonté d'aider les faibles et de leur apporter le bonheur et de l'aider, elle, son apôtre, Ian. C'est son souhait. Immédiatement après cela, les yeux de Dietrich se sont soudainement ouverts. Il a vu ses camarades inquiets au-dessus de lui et s'est lentement levé, demandant confusément où il était. MC s'est approché de lui avec un sourire et lui a demandé comment c'était de revenir de l'autre monde. En le voyant, le chevalier s'est précipité vers lui en larmes et a pris sa main en disant qu'il l'avait sauvé parce que cet être puissant lui avait dit de le faire. Il ne savait pas quoi dire et a souri maladroitement. Il a pu utiliser des arts sacrés parce que la déesse lui avait prêté son pouvoir, donc il n'avait pas si tort. Il demanda comment il savait ça. La déesse a vraiment dit qu'il devait le sauver, car il avait encore beaucoup à faire. L'homme se souvint que la déesse avait dit la même chose, et cela le ravit encore plus. Il s'inclina immédiatement devant le grand apôtre, ce qui le fit lever la tête avec fierté et lâcher un ricanement satisfait.
et le chevalier dit qu'Ian, bien sûr, l'avait sauvé avec de la magie, mais l'appeler apôtre, c'était un peu exagéré. Ils doivent observer pour l'instant. Tout s'est bien terminé. Mani remarqua qu'ils étaient trop joyeux pour des gens qui venaient de frôler la mort, et l'ancien acquiesça. Il proposa de partir à la chasse aux manticores à nouveau, ce à quoi ils acquiescèrent avec enthousiasme. Leur esprit de combat avait considérablement augmenté. MC décida d'envoyer Oberon en reconnaissance, et l'ancien demanda s'il allait bien. Il pourrait avoir des ennuis. Le corbeau s'envola, et il répondit que tout irait bien. Après cela, il se souvint comment le monstre avait léché ses lèvres, et dit que le corbeau n'était pas un paresseux. Ils doivent donner une bonne leçon à cette bête. Pendant ce temps, le manticore avait déjà atteint la ville, détruisant tout sur son passage et chassant les gens. Ils commencèrent à fuir, paniqués. Parmi eux se trouvait un jeune homme et son père. Le vieil homme trébucha. Son fils se tourna immédiatement vers lui, horrifié. Le manticore était très proche et visait déjà son père. N'ayant pas d'autre choix, il prit une fourche et se précipita pour le défendre, ordonnant au monstre de sortir de cette ville. Bien qu'il tremblât de peur, il se dressa face à cette énorme bête. Le manticore se mit à rire et demanda si cet homme était son père, n'est-ce pas? Le garçon fut surpris que le monstre puisse parler la langue humaine, et le manticore lui fit une offre. Laisse-le tuer son père et il l'emmènerait. S'il faisait cela, il épargnerait les autres. Bien sûr, le garçon ne fut pas d'accord. Il n'était pas prêt à sacrifier son père, et le manticore dit alors qu'il n'y avait rien à faire. Il allait mourir maintenant. La bête leva sa patte au-dessus d'eux, et père et fils s'étreignirent, pensant qu'ils allaient mourir. Et à ce moment précis, une flèche siffla vers le manticore et le transperça en plein œil. L'ancien et ses camarades réussirent à atteindre la ville avant que le désastre ne frappe. Le vieux chevalier balança son épée, repoussant la patte redoutable de la bête, puis ordonna au chevalier saint de Santiago de commencer le combat. Ils ont lancé des outres d'eau sur le manticore, qui a crié que ce n'était que des tours pathétiques. Mani a appelé Ian, lui disant que c'était son tour, puis il a claqué des doigts, invoquant le feu. Un éclat lumineux s'est reflété dans les yeux de la bête, et le feu s'est jeté sur le manticore, s'intensifiant à cause du carburant. Sentant la chaleur insupportable, la bête a crié fort, et MC a regardé le monstre souffrir avec un visage impassible. Après avoir vaincu la bête, les villageois sont venus les remercier. Pendant que les chevaliers profitaient de l'attention, Ian se tenait à l'écart, mal à l'aise. Oberon a remarqué qu'il était ignoré, ce qui ne faisait qu'aggraver son humeur. Ils doivent avoir peur de lui. Après tout, il a transformé le manticore en boule de feu, mais tout le monde ne l'évitait pas. Le gars et son père s'approchèrent de lui, le remerciant de les avoir sauvés, et il a répondu maladroitement que c'était son devoir. Il ne l'a pas fait par gratitude. L'aîné s'est approché de lui et a incliné la tête, disant qu'il était magnifique, qu'ils avaient pu vaincre le manticore grâce à lui. Cette attention le rendait mal à l'aise, et il a commencé à nier les éloges, disant qu'il avait simplement fait tout ce que Mani avait dit, alors qu'il pouvait relever la tête. Le vieux chevalier le regardait avec un sourire. Il était rare de rencontrer un homme si modeste, avec de telles capacités incroyables, il charmerait certainement toute la noblesse. Peut-être deviendrait-il quelqu'un de vraiment grand. 3 chevaliers sont arrivés et ont demandé s'ils étaient ceux qui avaient capturé le manticore. L'aîné est immédiatement devenu méfiant et a confirmé cela, demandant qui ils étaient, et ils se sont excusés de ne pas s'être présentés tout de suite. Ils étaient des chevaliers du château. Si cela ne posait pas trop de problèmes, pouvaient-ils venir avec eux? Le comte Catano a demandé à être invité au château. Le comte les a accueillis très gentiment, a dressé une grande table en leur honneur, et les a remerciés de s'être débarrassés du monstre. L'aîné a répondu que ce n'était qu'une broutille, et il a dit « Quel dommage ! S'il y avait des chevaliers comme eux dans ce château, ils ne connaîtraient aucun souci. » Il s'est tourné vers Monty avec un sourire et a dit qu'ils étaient maintenant alliés, donc il ne l'embêterait plus. Qu'elle en soit sûre. Elle a souri avec satisfaction, et c'était au tour d'Ian. Le comte a souri mystérieusement, disant qu'il avait entendu parler de lui par sa nièce, mais il n'écoutait pas du tout, car il dévorait joyeusement sa nourriture. Oberon lui a dit que ce gars lui parlait, puis MC a regardé le comte, se demandant ce qui se passait. Il était simplement choqué par ses manières, mais il s'est rapidement corrigé et s'est excusé. La nourriture était si délicieuse qu'il ne l'a pas entendu. Le comte a souri maladroitement et, appelant un serviteur, a dit qu'il avait entendu qu'il s'occupait de sa nièce. Le serviteur a apporté une boîte à Yann, dont le contenu brillait intensément. C'était un rouleau magique en or. Dès que vous le déchirez en deux, le rouleau magique active son effet. MC était ravi. Chaque ligne ici est de la plus haute qualité. Le comte a demandé s'il l'aimait. Il l'avait spécialement préparé pour lui. Il le remercia pour un tel cadeau précieux, et l'homme a ri. Il a rendu Lucie saine et sauve, donc ce n'était rien. Après cela, il a claqué des doigts. Les portes se sont ouvertes, et Lucie est entrée dans la salle à manger, son chapeau semblant étrange pour Yann. Il a à peine retenu son rire et a pensé « Quel genre de look est-ce ? Et d'où ont-ils même eu ce chapeau ?» Lucie s'est assise à côté de son oncle, a toussé, et a dit à Yann qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. « Ça va ?» Il lui a répondu que tout allait bien.
et l'Elder a demandé avec un sourire malicieux. Donc, ce n'est pas sa sœur? Peut-être est-ce sa maîtresse? Il a immédiatement démenti, et le comte lui a proposé. Il va venger sa nièce, va-t-il lui prêter son pouvoir? Maintenant, MC comprenait pourquoi il lui avait offert un tel cadeau. Eh bien, il n'aurait pas à risquer sa vie sur le champ de bataille. Il n'aurait qu'à fournir un soutien magique au bon moment, comme avec cette manticore. Si tout se passait bien, il pourrait recevoir le double de la récompense du comte et de Lucie. Il a répondu que s'il avait besoin de l'aide d'un humble mage comme lui, alors il aiderait. 3 jours plus tard, les chevaliers se préparaient déjà à partir. Yann et Lucie sont sortis pour les voir. Elle a dit que son oncle était vraiment désolé de ne pas pouvoir les voir partir à cause des préparatifs de la campagne. Quand ils seraient de retour dans les terres Tarian, il serait très heureux de les revoir. Les anciens ont dit qu'ils se reverraient sûrement, et MC a pensé que le nombre de chevaliers avait considérablement diminué après que le comte Katana en ait emmené certains. Le vieux chevalier le remercia pour tout. Quand il aurait le temps, il devrait passer par l'île de Trinaro. Il lui ferait découvrir des secrets qui pourraient l'intéresser. Ian a demandé quel genre d'île c'était, et il a répondu qu'elle dérivait dans la mer des coraux. S'il disait qu'il était venu à Salvador, tout le monde serait heureux de le voir. Il a demandé « Alors, c'est son vrai nom ?» Enfin, Elder a décidé de révéler son identité. Son nom était Salvador Orcus. En entendant ce nom, Lucie était très surprise et s'est exclamée avec joie que ce n'était pas possible. Était-il le même Salvador des Loups Blancs? Il a souri et a dit qu'elle ne devait pas se souvenir du nom de l'ancien non plus. Et MC a demandé « Quels loups blancs sont-ce » Lucie était très surprise qu'il ne sache pas. La compagnie de mercenaires des Loups Blancs rendait directement compte à l'ancien empereur. Le chef de ce groupe avait reçu le titre honorifique de maître d'épée par l'empereur de l'époque. Donc, cet homme devant eux était un maître d'épée. Salvador a souri maladroitement, mais Yann s'en moquait. Lucie était profondément indignée par sa réaction. C'était une légende vivante après tout. Il ne l'admirait toujours pas, et le vieil homme a ri en notant que c'était typique de lui. Lucie était simplement choquée qu'il soit si indifférent à cette incroyable nouvelle, et le vieil homme a ri en disant que c'était une bagatelle. Et maintenant, il était temps pour eux de prendre la route. Mani a demandé à Yann de dire bonjour à Eletis. Les chevaliers l'ont remercié pour son aide, et Dietrich lui a pris la main en larmes, espérant qu'il se reverrait. MC a grimacé comme s'il le voyait partir à la guerre. Salvador lui a serré la main en partant, et il a dit que quand tout se calmerait, il irait aux ruines de Trinaro, et le vieil homme a noté avec un sourire qu'il se reverrait. D'ici là, il devait prendre soin de lui. Le temps passa. Le comte rassembla tous les mercenaires et chevaliers et monta sur l'estrade pour faire un discours. Il se souvint de sa nièce courant vers lui en pleurs, lui demandant de punir celui qui avait tué sa mère. Graham, il a tué sa sœur et a ensuite essayé de forcer Lucie à l'épouser. Cependant, cette situation n'est pas si mauvaise pour lui. S'il l'utilise comme couverture pour s'implanter ici, en l'épousant, le fief de Tarion sera sous son contrôle. Quand tout cela sera terminé, il parlera à Lucie. Il frappa l'air et déclara qu'il amènerait cet odieux vengeur, Graham, devant la justice. Les chevaliers levèrent leurs épées en louant le comte. Il annonça qu'il partait en campagne, et ils s'écrièrent solennellement en réponse. Le temps passa. La nuit, ils montèrent le camp, et MC jeta des cuillères dans l'eau bouillante. La fille demanda ce qu'il faisait, et il répondit qu'il faisait bouillir des cuillères. Lucie demanda pourquoi il faisait ça. Ils allaient les manger? Elle s'imaginait les chevaliers savourant ce plat inhabituel. Ensuite, les chevaliers à proximité commencèrent à chuchoter sur le mage, faisant de la soupe avec des cuillères. Il les traita d'idiots avec irritation. Il les stérilisait. Lucie demanda ce que c'était, mais il était trop paresseux pour expliquer, et lui dit simplement que c'était une sorte de sacrement. Elle ne comprendrait de toute façon rien, même s'il le faisait. Les chevaliers étaient ravis d'entendre le mot sacrement, et s'approchèrent de lui avec des morceaux de viande, lui demandant de les faire bouillir aussi. Il les regarda avec fureur. Ce n'était pas de la soupe. Après avoir fini leur repas, Lucie dit qu'elle pensait à quelque chose et se tut. Yann demanda avec indifférence à quoi elle pensait. Et elle répondit à sa récompense, bien sûr. Elle voulait lui donner de l'or, mais il en avait déjà bien assez. Il était indigné, il ne serait pas contre en avoir plus, et elle dit qu'elle réfléchissait à ce qui pourrait encore lui plaire. Il y a une épée magique, un orocel. C'est un cadeau d'une fée au premier baron, Tarion. Le baron tomba amoureux de la fée, et avec cette épée en main, il devint le sauveur du royaume des fées. Du moins, c'est ce que dit la légende. Elle était ravie, et MC se demanda de quel genre de roman fantastique il s'agissait. Il demanda s'ils avaient une épée magique aussi incroyable, pourquoi étaient-ils encore juste des barons? Elle devint confuse, ne sachant quoi répondre, et se justifia en disant que cette histoire avait 400 ans. De plus, Anoricil était enterré dans la tombe du premier baron. Elle sourit et ajouta « Pour l'obtenir, il faudrait déterrer la tombe ». Cette pensée lui donna des frissons. Le premier baron scella l'épée dans sa propre tombe, et son descendant irait simplement la déterrer. C'était vraiment creepy. Il demanda « Traitaient-ils les tombes de leurs ancêtres comme des capsules temporelles ?» Elle ne comprenait pas de quoi il parlait, et il souligna que c'était une épée magique après tout. Cela semblait précieux. Ne serait-il pas mieux qu'elle l'utilise pour sa propre famille? Ce serait bien mieux que de le laisser à quelqu'un qui ne voulait que son titre. Elle gonfla ses joues, offensée, et dit qu'elle n'avait encore rien rendu.
Mais grâce à lui, elle a enfin une chance de riposter. Elle lui est si reconnaissante pour tout. Il mérite quelque chose d'aussi précieux en retour, c'est pourquoi elle veut lui donner leur héritage. Ayant lâché cela dans l'embarras, elle s'enfuit en l'appelant idiot, et il se gratta la tête, confus, réalisant qu'il avait dépassé les bornes. Après cela, un chevalier s'approcha de lui en disant que le comte avait une faveur à lui demander. Pendant ce temps, dans un village voisin, un homme avec une fourche chassait des mercenaires loin de ses poules. Il les traitait de voleurs, et l'un des mercenaires fit remarquer que ce sont leurs mots. Qu'il leur donne juste 3 poules, et ils le laisseront partir paisiblement. Ils doivent encore aller au combat, et on ne peut pas se battre le ventre vide. L'homme ne savait pas quoi dire, et soudain un corbeau apparut sur le côté. Ils se retournèrent immédiatement, et le mercenaire, pointant un oiseau sur une branche, demanda « Est-ce que ça ne ressemble pas au corbeau du magicien ?» Son ami confirma cela, et le corbeau battit des ailes en appelant son maître. Les mercenaires furent très surpris que le corbeau parle, puis Yann s'approcha d'eux et les appela, ce qui les fit frémir. Réalisant qu'ils avaient été surpris en train de faire quelque chose de pas très joli, ils se tournèrent lentement vers lui, et il demanda mécontent « Que font-ils » Il y a quelque temps, quand il est venu sous la tente du comte, il a dit qu'il avait une faveur à lui demander. Il se racla la gorge, et MC pensa qu'il semblait avoir du mal à le dire. Quelle est cette faveur ? Le comte dit qu'il veut qu'il empêche les mercenaires de piller la ville. Et il demanda « Ne serait-il pas mieux que les chevaliers s'en chargent ?» L'homme baissa les yeux et répondit que les chevaliers gardaient souvent le silence pour préserver leur honneur. Il fermait les yeux sur ce qui arrivait aux bandits, mais c'était un territoire voisin. S'il acceptait d'aider, cela forcerait ses hommes à garder leur calme. Et c'est pourquoi Ian était ici maintenant. Son corbeau sur son épaule croassa de manière menaçante, et il fixa les mercenaires, les faisant se regrouper par peur. Il demanda comment ils pouvaient voler des maisons comme ça. Le corbeau cria qu'il était temps de punir, et son maître menaça de les tuer comme avertissement pour les autres. Ils tombèrent à genoux et le supplièrent pour obtenir sa clémence. Ils avaient appris leur leçon. Après avoir attrapé ces mercenaires, les autres avaient tellement peur qu'ils s'arrêtèrent immédiatement. Ils ne pouvaient même pas fermer l'œil la nuit, de peur de croiser son corbeau. Le comte et Lucie étaient ravis d'entendre la nouvelle. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Sir Decade vint voir le comte avec de mauvaises nouvelles. Leur armée ne représentait en réalité aucune menace. MC demanda « N'est-ce pas le cas, étant donné qu'ils étaient plus de 400 ?» C'est parce que leur armée était inoffensive. Si l'armée avait pillé ce territoire, les gens auraient supplié Graham d'arrêter l'invasion, puisqu'il détenait maintenant le titre de Tarion. Mais comme ils avançaient si paisiblement, Graham avait eu le temps de rassembler ses forces. De plus, avec leur armée incapable d'agir, le moral était au plus bas. Les événements prirent un tournant plutôt étrange. Decade s'approcha du comte en demandant s'il leur permettrait de piller des villes, et il marqua une pause avant de demander l'avis du mage. Lucie le regarda avec espoir, et il réfléchit un instant avant de répondre que ce n'était pas totalement impossible. Ils se réjouirent immédiatement, lui demandant de leur dire rapidement le plan, mais les mercenaires le regardèrent étrangement, pensant qu'il était trop sûr de lui. Un peu plus tard, quelque part sur le territoire de Tarion, il était tôt le matin, et l'homme dormait paisiblement chez lui, mais il fut dérangé par le croassement constant. Ne pouvant plus le supporter, il sortit de chez lui pour chasser l'oiseau idiot, et tomba immédiatement sur Yann, ce qui le fit crier de peur. Il demanda avec enthousiasme qui ils étaient. Et MC, en désignant un champ de blé, lui demanda s'il en était le propriétaire. L'homme, effrayé, se mit à lui redemander qui ils étaient, et l'un des chevaliers lui répondit avec mécontentement. « Voici le seigneur Ian Eledis Raven, apprenti de la grande sorcière Eledis. » Réalisa qui il avait devant lui, il tomba immédiatement à ses pieds et implora son pardon. Il n'avait aucune idée qu'une telle célébrité se tenait devant lui. MC lui lança un regard hautain et cliqua de la langue, disant que le blé ici était déjà condamné. L'homme le regarda, confus, demandant ce qu'il voulait dire par là. Il frappa le sol avec son bâton, furieux, s'exclamant « Tu ne le sens pas ?» Une énergie maléfique imprégnait ses chants. L'âme du premier baron Tarion, dont les terres avaient été volées, était furieuse. L'homme était horrifié. Il éclata en larmes et demanda ce qu'il devait faire alors, et MC agita son bâton en lui ordonnant de se taire. Il ferma les yeux comme s'il essayait de discerner les mots chuchotés à son oreille, puis les ouvrit soudainement et leva la main, s'exclamant « Les cieux disent que si Lucétarian prend la place de la baronne, la malédiction se lèvera. » Il se leva brusquement, sentant une énergie maléfique ailleurs, et l'homme le regarda, choqué. Il n'aurait jamais imaginé que leur terre périssait à cause de cet usurpateur. Peu de temps après, à cause des rumeurs que MC avait dissous, le peuple de Tarion commença à se méfier de l'usurpateur, Graham. Pour éviter le désastre imminent, ils exigèrent que Lucie prenne le trône. Cela remonta le moral de l'armée du comte, qui marcha vers l'emplacement de l'usurpateur. Cependant, tout le monde dans leur rang n'était pas content de cela. Un jour, les mécontents vinrent voir le comte, et déclarèrent leur refus de participer à une bataille déshonorante. Ian alla dire à tout le monde que la ville était maudite. Cet homme leur apportait littéralement une malédiction. S'ils continuaient à s'associer avec un tel mage, leur honneur serait piétiné. Touchant prudemment sa tête, MC leur expliqua que cette malédiction n'était qu'un mensonge.
Comment pouvait-il croire aux rumeurs qu'il avait lui-même répandues? L'un d'eux dit que les paroles du mage ne pouvaient pas être fiables, et son camarade acquiesça. Il essayait clairement de les tromper. Ian fronça les sourcils et pensa que, ne pouvant pas dire s'il les trompait ou non, ils décidèrent simplement de déclarer tout ce qu'il disait comme un mensonge. Fatigué, il couvrit son visage de sa main et soupira lourdement. Mais les chevaliers sont la principale force dans cette guerre. Le comte le sait bien. C'est écrit sur son visage. Sans ces chevaliers, il ne pourra pas se battre. Donc, au final, il n'a d'autre choix que de les écouter. Si c'est le cas, avait-il encore une raison de rester ici? Il dit au comte de ne pas se préoccuper ainsi, se dirigea vers la sortie de la tente et continua. Comme sa présence était si désagréable, il serait ravi de les quitter. Cependant, après cela, il ne devrait pas s'attendre à son aide, quoi qu'il arrive. Il quitta la tente. Lucie sortit en courant après lui et lui demanda d'attendre. Elle était tellement désolée, les chevaliers l'avaient traitée si rudement sans raison. Son oncle était si confus qu'il ne pouvait pas prononcer un mot. La façon dont elle essayait de le calmer le fit sourire. C'était étrange, mais il se sentait un peu mieux, probablement parce qu'elle s'excusait si sincèrement. Il lui dit que tout allait bien. Il n'était pas en colère, quitter le champ de bataille est un crime, n'est-ce pas? De plus, on ne trouve pas de secret parmi les morts. Elle a versé une larme. Elle était désolée qu'il rate sa chance de se distinguer, et il a seulement souri. Il lui a caressé la tête et a demandé « À quoi bon se distinguer ?» L'épée qu'elle lui promettait lui suffisait. Elle était ravie qu'il accepte cette récompense et lui a promis de lui obtenir cette épée magique. Et si cela ne suffisait pas, il pourrait l'épouser et prendre toutes les terres. Il s'est éloigné en disant que l'épée lui suffisait, et elle a joyeusement dit qu'elle lui donnerait tout. Alors, qu'il l'épouse, et il a de nouveau refusé. Quelques jours plus tard, les deux armées se sont enfin rencontrées. Graham a compté environ 400 adversaires, et son camarade a demandé en souriant. Il n'avait pas peur, n'est-ce pas? Il a souri en lui répondant. Lui, Graham, effrayé et à une seule lame, il a froncé les sourcils. Il était très en colère que Lucie ait osé rejoindre le comte, mais c'était inutile. S'il gagnait cette bataille, elle serait à lui. De plus, ils avaient le chevalier noir de l'Est de leur côté, donc la victoire était à portée. Un de ses subordonnés a couru vers lui et a rapporté que l'armée ennemie avançait, puis il a dégainé son épée et a s'exclamé qu'il se moquait qu'il soit 400 ou 4000. Il abattrait quiconque oserait lever une épée contre lui. Il a pointé l'armée ennemie et a ordonné d'attaquer. La grande cavalerie avançait, les épées s'entrechoquaient. Pendant ce temps, le comte et son entourage attendaient à proximité. Le chevalier a dit à Yann qu'ils avaient l'avantage, et il a pensé avec un sourire. La supériorité numérique est énorme, donc à ce rythme, il gagnerait. Mais ensuite, il a remarqué quelque chose d'étrange. Le chevalier en armure noire s'attaquait facilement à leur guerrier. Comprenant ce qu'il pensait, l'homme lui a dit que c'était le chevalier noir de l'Empire de l'Est. Cet endroit est célèbre pour ses longs hivers, et cette armure noire, il n'y a pas d'erreur. MC a froncé les sourcils et s'est demandé ce qu'il faisait ici. Pendant ce temps, le chevalier noir s'attaquait magistralement à tous ceux qui se trouvaient sur son chemin et a percé les lignes, ce qui a rendu Ian nerveux. Il est incroyablement rapide. Il les abat simplement, faisant reculer l'armée. Si cela continue, ils seront dans de sérieux problèmes. Il s'est tourné vers Décade et a demandé que se passerait-il si leur centre était pénétré. Il a répondu que dans ce cas, ils seraient les suivants. Ces mots ont rendu tout le monde nerveux, et il a ajouté que si le centre reculait, il ne poursuivrait pas les fuyards, mais irait directement au comte. Le comte Catnot s'est immédiatement levé de son siège en les traitant de fous inutiles et a ordonné à Ser Decade d'aller sur le front et de vaincre ce chevalier noir. MC est immédiatement devenu inquiet. Pourquoi lui? Il était le seul à l'avoir traité comme un être humain, un si noble chevalier. S'il sortait maintenant sur le champ de bataille, il ne reviendrait jamais. Il demanda au comte de ne pas se précipiter. Il devait y avoir une autre solution, mais le chevalier décida de suivre les ordres. Ian était indigné et demanda ce qu'il allait faire. Il répondit qu'il exécuterait l'ordre de son seigneur et stopperait l'ennemi. MC était stupéfait. Comment allait-il stopper ce chevalier noir? Y aller maintenant, c'était aller à une mort certaine. Mieux valait prendre le comte et se retirer. Decade affirma qu'il était au service de son seigneur et devait suivre son serment de chevalier, et Yann pensa qu'il le savait déjà. Mais pour un homme moderne, c'est une mort sans sens. Il s'exclama que ce n'était pas de la défense, c'était simplement un échange d'une vie contre une autre, qu'il regarde ses soldats morts. En voyant un sourire sur son visage, il réalisa qu'il savait tout cela. Il comprend parfaitement ce qui se passe, et il y va quand même. Est-il vraiment vrai que dans ce monde, des gens comme lui doivent toujours être sacrifiés? Sir Silg, le chevalier gardant le centre, s'approcha d'eux, et MC devint nerveux, réalisant que la situation était grave. L'homme les informa, à leur honte, qu'ils étaient vaincus. Chaque seconde compte, il se retire avec son seigneur. Ian était choqué par ce qu'il venait de dire. À leur honte, ils étaient vaincus. Quelle impudence! Décade se tourna vers lui et dit qu'il devait aussi accompagner son seigneur et la baronne Tarion, et qu'il resterait ici pour leur donner du temps. Après cela, il monta à cheval et se précipita au combat avec les autres. Et MC pensa, est-ce juste? Peut-il vraiment le laisser aller à une mort certaine? Un homme qui a suivi le code Chavorut jusqu'au bout, même parmi tous ces scélérats, est-il juste qu'il doive mourir seul dans une guerre déclenchée par ces imbéciles?
Lucie s'approcha du cheval et remarqua qu'Yann était simplement immobile et lui demanda avec inquiétude ce qu'il faisait. Le comte décida de se retirer. Il devait sortir d'ici rapidement, mais il ne pouvait pas abandonner Decade en difficulté. Il monta à cheval et lui dit de s'en aller avec ce salaud de Silk, et il resterait avec Sœur Decade pour les combattre. Elle le regarda avec inquiétude dans les yeux, et il lui dit avec un sourire d'adieu qu'il sortirait vivant d'ici. Elle essaya de l'arrêter, mais il était déjà parti sur son cheval. Il rejoignit le chevalier, et l'homme se tourna vers lui avec surprise, en demandant pourquoi il était là. Il dit qu'il distrairait les ennemis et qu'il devait protéger le comte. Decade dit que c'était inutile. Il ne pouvait pas le faire seul, à quoi il répondit qu'il était magicien. Au moins, il peut se défendre. Son regard confiant fit sourire le chevalier. On aurait dit qu'il ne bluffait pas. Il regarda les ennemis avec confiance et dit qu'il s'inquiétait probablement pour rien. L'armée ennemie dirigée par le chevalier noir était très proche. Decade fit demi-tour en disant à Yann qu'il comptait sur lui et lui demanda d'être prudent. Alors qu'il les regardait partir, une flèche passa près de son visage et transperça un arbre derrière lui. Le corbeau battit immédiatement des ailes et cria de peur qu'il ne meure ici, que c'était sûrement la fin pour eux. MC lui dit de ne pas paniquer et de se taire, puis se retourna et décida d'attirer les ennemis dans la forêt d'abord. Heureusement, ils couraient après lui. La forêt était sombre et ils perdirent sa trace. Ils se sont armés de crossbows et ont commencé à fouiller la zone, voyant enfin le magicien dans une clairière. Il ouvrit un rouleau et commença à chanter un sort. Le chevalier demanda avec peur ce qu'il murmurait et son camarade visa. Ensuite, Yann déchira le rouleau. Un éclair illumina le ciel et les frappa de plein fouet, les dispersant dans toutes les directions. Voyant qu'ils ne bougeaient plus, MC poussa un soupir de soulagement, pensant que plusieurs d'entre eux étaient finis. Maintenant, il se demandait si Sir Decade avait rencontré le comte. Ses poursuivants ne pouvaient pas le vaincre. Il décida d'aller voir par lui-même, mais il ne savait pas que le chevalier noir l'observait. Pendant ce temps, le comte et son entourage galopaient à travers la forêt, mais les ennemis les avaient déjà rattrapés. Le chevalier ordonna aux archers d'ouvrir le feu, et les flèches touchèrent plusieurs chevaliers, dont Silg. Dans la panique, son cheval le jeta et s'enfuit, et le comte et sa nièce se retournèrent en voyant combien de gens étaient blessés par les arbalétriers. Silg se leva et se précipita furieusement au combat pour protéger le comte, tandis qu'une escouade ennemie se jeta sur lui. Finalement, il ne pouvait plus se tenir debout et tomba, et Lucie demanda avec peur ce qu'il devait faire maintenant. Le chevalier arma son arbalète, disant au comte de se rendre paisiblement, mais Silg n'en avait pas fini. Avec un cri furieux, il se releva et dégaina sa masse. Prêt à se battre à nouveau, le chevalier grimaça nerveusement, pensant qu'il était un monstre. Il visa et tira, mais rata, et la flèche vola droit vers le comte, le touchant à l'épaule. Il tomba de son cheval, et Lucie et le chevalier se précipitèrent vers lui. Ses genoux soulevèrent sa tête, criant pour lui, et il tendit une main tremblante vers son visage, après quoi elle tomba et ne bougea plus. Le chevalier jura. Il ne voulait vraiment pas que le comte meure. Le capitaine avait ordonné qu'il soit pris vivant, mais il n'y avait plus rien à faire maintenant. Il devait au moins capturer cette femme. Il ordonna à ses subordonnés de l'attraper. Ils dégainèrent leurs épées et se précipitèrent à l'attaque, mais Silg apparut sur leur chemin. Le chevalier, gravement blessé et déjà épuisé, fut facilement tué. Maintenant, Lucie se retrouvait complètement seule et sans défense. Elle était terrifiée. Elle ne voulait pas être vendue à Graham comme ça, et en larmes, elle appela Yann. Heureusement, il arriva à temps. Il utilisa de la magie noire pour bloquer la vue du chevalier, et Lucie se leva, regardant anxieusement autour d'elle, essayant de trouver comment s'échapper. MC prit sa main, la fit monter sur le cheval, et quand ils sortirent enfin de l'obscurité, elle vit son sauveur et se calma. Il lui demanda où était le comte, à quoi elle baissa les yeux, et lui répondit tristement qu'il était mort. Il serra nerveusement les dents et demanda si elle n'était pas blessée, n'est-ce pas? Elle lui dit que grâce à lui, elle allait bien. Au fait, que se passe-t-il? Où est Sir Decade? Il lui répondit qu'il était censé les rejoindre, mais il semblait que quelque chose lui était arrivé. Elle commença à s'inquiéter, et il dit qu'il était sûr qu'il allait bien tant qu'il devait aller à la rivière. Elle demanda pourquoi la rivière, à quoi il répondit qu'il devait semer le chevalier noir. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se retourna et vit qui les poursuivait. Ils ont atteint la rivière. Yann est entré dans l'eau, prêt à affronter le chevalier. S'il se fait attraper ici, c'est fini. Le chevalier s'est approché de l'eau et a dit qu'il serait bref, qu'il devait rendre Dame Thérion. Lucie s'est inquiétée et MC a s'exclamé « Ne sait-il pas que son employeur est un scélérat ?» Le chevalier lui a répondu que ça ne le regardait pas et Lucie, en larmes, a crié que Grain avait tué ses parents. Un idiot comme ça mérite de mourir. Yann a demandé si un tel homme valait vraiment la peine de se battre. Le chevalier s'en fichait. Il faisait juste le travail pour lequel il était payé. Il a dégainé son épée et lui a donné un dernier avertissement. Rends Dame Thérion et pars. MC est resté silencieux. Bien sûr, il n'allait pas la livrer et a utilisé la magie pour influencer le cheval de noir. Le cheval l'a désarçonné et s'est enfui, et il a s'exclamé avec indignation. Que faisait-il? Dès que le chevalier est tombé au sol, Yann a utilisé l'art de l'eau et la rivière s'est déchaînée, formant un point. Un énorme mur d'eau s'est élevé au-dessus du chevalier noir. Il a couru vers la forêt, mais avant d'y arriver,
Une énorme vague l'a complètement recouvert. Il a perdu connaissance. MC s'est approché pour vérifier s'il était mort et a été attiré par son armure noire brillante. De plus, un psychopathe pourrait essayer de le poignarder par derrière, donc c'était utile. Mieux valait qu'il la prenne plutôt que quelqu'un d'autre. D'abord, il a décidé d'enlever son casque, et dès qu'il l'a fait, Lucie a couvert sa bouche de ses mains, choquée. C'était une femme. La nuit est tombée. Ils ont allumé un feu, et le chevalier noir, qu'ils avaient réussi à attacher à un arbre, s'est enfin réveillé. En voyant son armure à côté d'eux, elle leur a lancé un regard indigné, et Yann a dit qu'il ne pouvait pas lui faire confiance, donc il devait l'enlever. Elle a baissé les yeux, gênée que l'ennemi la voie ainsi, et Lucie a ri en disant que ça lui servait bien. Le chevalier noir était outré, et MC pensait que Lucie était complètement débridée. À ce sujet, le travestissement est strictement interdit. De nos jours, il serait envoyé en prison pour ça. Lucie, avec un sourire moqueur, a menacé le chevalier noir de révéler son secret, et elle lui a demandé de protéger son honneur. Elle a souri et a demandé s'il y avait de l'honneur chez un mercenaire qui ne pense qu'à l'argent. Ces mots l'ont mise en colère, et Yann a dit à Lucie d'arrêter. Elle était trop excitée. Elle a crié avec fureur que ce n'était pas vrai, et MC a couvert sa main tremblante de la sienne, ce qui l'a immédiatement calmée. Il lui a demandé de le laisser faire et qu'elle aille se reposer. Elle s'est excusée pour son comportement et est partie, et lui, avec un lourd soupir, a dit qu'ils en faisaient toute une histoire. Le chevalier noir a été surpris par ces mots et a demandé s'il ne croyait pas à l'église du dieu soleil. Au contraire, il croyait à l'église, ce qui l'a beaucoup surprise. C'est un croyant. N'est-il pas étrange pour lui qu'une femme s'habille comme un homme? Yann demanda. Qu'est-ce qu'il y a de mal à s'habiller comme un homme? Les hommes s'habillent aussi comme des femmes. Elle était très surprise par cette nouvelle et demanda pourquoi il faisait ça. Il lui répondit que c'était pratiqué dans le cosplay. Certains portent même des oreilles et des queues de chat. Le chevalier noir était choqué. Elle ne comprenait pas de quel cosplay il parlait, et MC lui dit de ne pas s'inquiéter juste parce que son déguisement avait été découvert. Elle baissa tristement les yeux en pensant à cela, et dit qu'il était incroyable, mais aussi un magicien très excentrique. Il ne discuta pas avec elle, et elle exigea qu'il la traite comme une chevalière et qu'il la délasse, mais il refusa, car il ne lui faisait pas confiance. Elle lui jura alors sur son honneur de chevalier qu'elle n'attaquerait pas, et il lui rappela qu'elle n'avait toujours pas donné son nom. Comment pouvait-il lui faire confiance? Elle se présenta immédiatement. Elle était Baranka de la maison de Metz. Sa patrie, le comté de Wins, était une terre stérile à l'est de l'Empire. En tant que fille aînée, elle avait été formée aux affaires chevaleresques dès son jeune âge pour devenir l'héritière. Mais quand son père mourut, sa mère fit de son frère cadet l'héritier. Elle se battit pour retrouver sa position, mais elle perdit le procès et fut exilée. Il demanda alors « Ne devrait-elle pas être en prison ? Comment a-t-elle fini ici ?» Elle lui dit qu'elle s'était échappée, et il se demanda ce qui se passerait si elle était attrapée. Mais elle était sûre qu'on ne l'attraperait pas car elle se dirigeait vers Roland, le royaume où son père avait servi comme chevalier dans sa jeunesse. Si elle se présentait comme sa fille, il l'accepterait sûrement. Ayane comprit tout. Elle pensait qu'elle serait accueillie à bras ouverts juste parce que c'était l'ancien lieu de travail de son père. Elle était étonnamment naïve, demanda-t-il. Alors pourquoi s'était-elle déguisée en homme? Était-ce parce qu'elle aimait les femmes? Ou quelque chose comme ça? Elle s'exclama timidement que ce n'était pas du tout vrai. Elle avait entendu dire que l'Empire discriminait les chevalières. Son père lui avait dit qu'elles étaient des sauvages et lui avait demandé d'être prudente. De plus, son casque était enchanté. Quand elle le mettait, il imitait la voix de son père. Il demanda « Était-il toujours magique ?» Elle confirma que cette armure et ce casque appartenaient à son père. MC s'intéressa, prit le casque et demanda si cela ne la dérangeait pas qu'il l'examine. Elle lui donna la permission et il examina soigneusement le casque. La magie était impossible à détecter à l'œil nu. Une fenêtre de système apparut devant lui avec un message. La compétence n'est pas encore disponible à l'apprentissage. Il devait témoigner d'un mystère plus spécifique pour acquérir de nouvelles compétences. Il se demanda si c'était un autre type de mystère, différent de ceux qu'il connaissait. Une notification apparut devant lui. Il reçut un accomplissement pour avoir découvert un nouveau mystère et gagna 50 points. Pour l'instant, il n'avait que 550 points. Il sourit et décida de voir s'il y avait de bonnes compétences, et ensuite quelque chose de surprenant attira son attention. La compétence nécromancie était en cours. Il se demandait si c'était le nouveau mystère qu'il avait vu. Cette chose semble posséder, non? Ces mots effrayèrent Berenga. Le matin arriva et ils s'assirent pour le petit déjeuner. Lucie lança un regard désapprobateur à Berenka, et Yann pensa « Elle ne va pas commencer le deuxième round, si ?» Berenka pensait encore à ces mots d'hier. Elle lui demanda si c'était dangereux d'utiliser ce casque. Il lui répondit qu'il ne savait pas. On ne savait pas si cela aiderait ou nuirait. Elle le remercia, puis Lucie jeta une cuillère dans la soupe en colère. Il se gratta la tête, admettant qu'il avait aussi des doutes, mais Barenka les interpella et dit qu'ils avaient croisé le fer. S'ils veulent faire la paix, elle devrait juste le dire. Il répondit qu'il n'avait aucune objection et se tourna vers Lucie. Elle se battrait simplement comme une chevalière.
Lucy fronça les sourcils, comprenant que cette femme s'intéressait à Yann. Elle dit avec arrogance qu'elle avait été impolie hier et voulait s'excuser. Barranca s'excusa aussi. Barranca dit qu'elle appréciait leur générosité et se tourna vers Yann, promettant de le rembourser. Il ne savait même pas comment réagir à cela, et Lucy était sceptique. Il était complètement perdu. N'est-ce pas? Il lui demanda alors si elle savait où il allait. Elle s'en moquait. Elle serait à ses côtés jusqu'à ce qu'elle rembourse sa dette. Il la regarda, perplexe, se demandant quoi faire. Mais si cela arrivait, avec une chevalière comme Barranca, la bande serait éliminée immédiatement. Il trouva plusieurs soldats. En voyant un corbeau, ils réalisèrent que c'était un signal du mage. Son camarade a dit qu'il jetterait une malédiction. Tout le monde avait peur de l'oppression du mage et se dirigea vers le point de rassemblement. Contrairement aux craintes d'Yann, il réussit à rassembler environ 300 soldats survivants. En voyant une femme en armure noire, ils réalisèrent immédiatement qu'elle était une chevalière noire et furent choqués. Barranca fit semblant de ne rien savoir et demanda qui était cette chevalière noire. C'était Barranca du comté de Winds. Ils la regardèrent, confus. Il était clair qu'elle mentait, et l'un d'eux lui dit de ne pas dire de bêtises. Elle était définitivement la chevalière noire. Elle s'indigna et dégaina son épée, s'exclamant « Comment osait-il » Elle considérait cela comme une insulte à son honneur. Elle le défia en duel, et il accepta avec un sourire. Mais quand il gagna, elle devait admettre qu'elle était la chevalière noire. Mais il fut rapidement vaincu et resta complètement épuisé. Il fut contraint d'admettre que Barranca n'était pas la chevalière noire, mais ce spectacle ne fit que convaincre tout le monde qu'elle était la guerrière. Maintenant, il n'y avait plus de doute. Barranca aida le gars à se relever et le MC pensa que tout avait été résolu plus pacifiquement qu'il ne l'avait prévu. Barranca est étonnamment sans gêne. Il fut distrait de ses pensées par l'arrivée de Decade. En le voyant, il fut immédiatement content et remarqua qu'il avait l'air bien. Le chevalier sourit et dit qu'il était si heureux qu'il soit en sécurité. Après quoi, Lucy s'approcha de lui. Il était sincèrement heureux pour elle aussi, surtout de la voir indemne. Yann, avec une expression sérieuse, dit qu'ils avaient des choses à discuter. Dès qu'il commença à parler du comte, Decade l'interrompit et, avec une expression triste, dit qu'il le savait déjà. Que compte-t-il faire ensuite? S'il le pouvait, il voulait s'occuper de Graham, mais il jeta un coup d'œil à la dame et le MC comprit ce qu'il voulait dire. S'il se retirait maintenant, il ne ferait que devenir des perdants. Ils perdraient la chance de se venger, leurs affaires, tout. Mais la seule qui peut décider de lancer une nouvelle attaque, c'est Lucy. Surdecade s'agenouilla devant elle et baissa la tête en disant qu'ils avaient assez de soldats et que leur force militaire était encore intacte. Et si elle donne l'ordre, ils peuvent encore se battre. Elle ne savait pas quoi faire et regarda Yann pour obtenir une réponse, et il dit avec un sourire que tout allait bien, qu'elle fasse simplement ce qu'elle pense être juste. Elle n'a pas oublié ce qu'elle veut vraiment, n'est-ce pas? Elle se souvint de ses parents. Sa fiancée scélérate prit son courage à deux mains et déclara à haute voix qu'elle voulait chasser Graham et reprendre leurs terres. Ils la regardèrent tous les deux avec des sourires. Après quoi, Sœur Decade frappa l'air et cria que la baronne leur avait ordonné de se battre, et les chevaliers l'apportèrent en criant de joie. Avant de commencer un nouveau combat, tout devait être discuté. Decade s'approcha d'Yann et dit qu'il aimerait utiliser son pouvoir magique dans la bataille à venir. Est-il prêt à coopérer avec eux? Il lui répondit qu'il y pensait justement, et le chevalier était ravi. Et, aussi, il s'excusa sincèrement pour les chevaliers qui l'avaient insulté plus tôt. MC lui dit de ne pas s'inquiéter. C'était dans le passé, et l'homme soupira de soulagement et le remercia. Ces mêmes chevaliers appelèrent indignés le commandant et déclarèrent qu'ils pouvaient s'en charger eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de mages. Decade leur rappela qu'ils venaient de perdre la bataille. De quoi parlait-il? Ils répondirent qu'il serait ridicule même s'il gagnait avec son aide. En tant que chevalier, n'aurait-il pas honte? Quand le corbeau est arrivé, ils ont sursauté, et Yann a dit que s'il n'aimait pas, il devait partir. Les chevaliers étaient indignés, et il leur dit qu'il n'avait pas besoin de gens s'occupant de politique avant la bataille. C'est pourquoi il leur disait de partir et de ne pas interférer. Son regard menaçant les rendait nerveux, mais l'un d'eux a finalement eu le courage de l'appeler un petit insolent. La guerre est pour les chevaliers. Pense-t-il vraiment qu'il peut gagner sans eux? Le jeune mage essaie même de leur apprendre à se battre. Ils ont commencé à rire de cela, puis Yann s'est approché d'eux et a dit qu'ils ne pouvaient même pas arrêter un seul chevalier noir. Ils ont laissé le comte mourir, et maintenant ils osent se comporter comme des grands. S'ils avaient fait leur travail correctement, n'auraient-ils pas gagné? Ils ne savaient pas quoi répondre, et Decade les coupa et décida de tout gérer lui-même. Mais il n'avait pas fini. Les nuages dans le ciel s'épaississaient et commençaient à tourbillonner. Les chevaliers se jetèrent dans les bras les uns des autres par peur, et il les regarda avec dégoût de penser que de tels gars s'appelaient chevaliers. Ensuite, il calma le vent et les avertit. Au coucher du soleil, il lancerait une contre-attaque contre Graham. Au coucher du soleil, ils partirent. Une bataille difficile les attendait.